Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous regardez derrière la caméra. Alors moi je m'appelle Pierre-Michel Motto, je suis avocat et fondateur de Legal Pilot. Legal Pilot, c'est une legal tech qui propose une solution d'automatisation de documents et de processus juridiques. Donc, nos clients, c'est des professionnels du droit, à la fois dans les cabinets d'avocats et dans les entreprises. Et on les aide à travailler sur des gains de productivité, sur des automatisations qu'on peut mettre en place sur divers sujets. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On est très heureux de parler dans une salle comble un vendredi. Ça fait toujours plaisir de voir la mobilisation des étudiants. Moi, je m'appelle Arthur, je suis un ancien de l'EM d'ici. Et à la base, j'étais avocat. Et depuis 2 ans, j'ai monté le site conseil en stratégie digitale pour les professionnels de droit. Donc, j'accompagne les avocats, mais aussi les directions juridiques sur à la fois la partie sur les process, donc comment travailler plus efficacement. D'ailleurs, je suis avec Predictis, je travaille avec Legal Pilot, mais aussi toute la partie stratégie de communication, acquisition. Donc, comment toi, en tant qu'avocat, tu fais pour être plus visible sur le marché, comment tu fais pour développer ta clientèle. Et à côté de ça, j'ai une activité de créateur de contenu sur YouTube. Et donc, je teste les legal tech un petit peu comme des jeux vidéo en mode gaming. Et donc, je donne mon avis sur les différentes fonctionnalités. L'idée, c'est un petit peu évangéliser le marché, puis réinfuser l'accès au droit au sein des juristes, mais pas que aussi des justiciables. Bonjour à tous, Arthur Lemaitre de mon côté, je suis responsable des partenariats chez Predictis. Predictis, c'est une legal tech qui a développé un moteur de recherche et d'analyse de l'information juridique, qui a été très connu ces dernières années en lien avec la notion de justice prédictive. C'est une notion sur laquelle on revient un petit peu, on pourra en discuter, mais c'est ce qui a fait notre réputation sur le marché. Concernant mon profil, j'ai un profil un petit peu similaire à celui d'Arthur. Formation, école de commerce, donc moi j'étais à l'EDEC et j'ai fait du droit derrière, j'ai passé le barreau et j'étais avocat en droit des affaires et j'ai quitté la profession pour rejoindre Predictis et rejoindre un projet entrepreneurial. Bonjour à tous, Alexandre Lézé, je suis consultant prix de transfert chez EY Société d'avocats. Alors pourquoi la Legal Tech et EY? En fait, j'ai commencé l'aventure dans la Legal Tech déjà depuis plus de 5 ans. J'avais commencé chez une entreprise qui s'appelait Serenity, qui était spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs de la création de leur entreprise jusqu'à la gestion de leur comptabilité, le tout automatisé, digitalisé, etc. Ensuite, j'ai enchaîné chez Séraphin Légal. Séraphin Légal avec un projet qui était de déployer l'écosystème Legal Tech français en Amérique latine avec la proposition de solutions sur le marché latino-américain, qui est très intéressant aussi et qui a beaucoup d'opportunités par rapport à ce qu'on a ici et qui peut être adapté là-bas. Et ensuite, je me suis spécialisé dans une matière qui est les prix de transfert, qui est quelque chose qui rassemble beaucoup d'éléments, la finance, l'économie et un peu de fiscalité quand même. En fait, c'est de la fiscalité internationale, ça représente 70% du commerce mondial, parce que c'est toutes les transactions qui sont à l'intérieur des groupes. Et donc, vous imaginez bien que par nature, c'est très quantitatif, il y a beaucoup de chiffres, et donc il y a beaucoup de choses à faire avec la tech. Donc, c'est pour ça que chez EY, on travaille pour automatiser au maximum les processus qu'on peut offrir à nos clients. Et dans ce contexte-là, c'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui avec l'équipe ici présente. Merci d'être venu. Et donc, on a choisi d'organiser cette conférence en plusieurs thèmes qui permettent d'avoir un petit peu une vue d'ensemble des legal tech. Donc, du coup, il y aura un premier thème qui aura pour montrer comment est-ce que les legal tech vont modifier le rapport des justiciables par rapport au droit. Et ensuite, un deuxième thème qui sera dédié par rapport à la stratégie d'entreprise. Comment est-ce que ça permet des optimisations? Comment est-ce qu'il y a des vrais enjeux par rapport à ça? Et donc ensuite, les derniers thèmes, ça concernera plus les opportunités de financement, d'investissement qui sont permises par les legal tech et comment ça a modifié la profession des avocats. Donc, du coup, pour présenter les legal tech, non, ça va servir maintenant. Non, c'est bon, à faire ça. Donc, c'était pas très nécessaire. C'était juste le titre du thème qui est affiché. Donc,
Une question particulière. Juste pour savoir qu'est-ce que c'est que Legal Tech? Comment est-ce qu'on pourrait présenter ça rapidement? Concrètement, les Legal Tech, il n'y a pas de définition aujourd'hui qui a été prévue par un texte. Je sais qu'il y a des juristes dans la salle, donc souvent on se dit qu'un objet, c'est défini par un texte et ensuite c'est décliné dans les Legal Tech. Ce n'est pas forcément ça, mais globalement, on peut définir un peu les Legal Tech comme des plateformes qui ont un lien plus ou moins étroit avec le droit. Et donc, il y a deux catégories principales de Legal Tech qui sont les Legal Tech B2C et Legal Tech B2B. Aujourd'hui, Legal Tech B2C, donc c'est celle qui s'adresse à tout le monde, aux justiciables, à vous, à moi, au marché. Et voilà, on peut citer plusieurs types de Legal Tech. Il y a ce qu'on appelle les Legal Tech de self-service, notamment en matière de contrat. C'est Legal Start, c'est Capital Contrat, c'est Legal Place, qui permettent à n'importe qui, voilà, par exemple, d'automatiser ces formalités en matière de création d'entreprise, en matière de droit du travail aussi. Et ça a été les premières Legal Tech qui se sont vraiment développées parce que ça correspondait à un besoin d'accéder au droit, par exemple, cette question de manière un peu moins chère. Mais en B2C, on a aussi des Legal Tech qui permettent aux créateurs de contenu, par exemple, de protéger leur propriété intellectuelle, par exemple leur œuvre d'art, leur morceau de musique sur la blockchain. On a aussi des Legal Tech qui permettent de se faire indemniser de manière automatiquement sur certains contentieux, par exemple le retard aérien. De l'autre côté, on a des Legal Tech qui sont plus B2B. Là, c'est notamment le cas de Predictis, c'est le cas de Legal Pilot, qui sont des Legal Tech à destination des professionnels, donc des avocats, des directions juridiques. Et là, l'idée, c'est de trouver un moyen pour optimiser la manière de travailler. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le budget des clients est de plus en plus restreint, notamment la direction juridique. Là, on attend une réduction de 30% des budgets durant les 3 premières années. Donc, ça veut dire derrière faire des économies. Donc, peut-être éventuellement couper le budget avocat, recruter moins de juristes. Donc, du coup, il faut changer la manière de travailler. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils qui ont été créés sur l'automatisation des contrats, comme tu fais toi, qui est une des Legal Tech majeures, en tout cas sur le marché, sur le sujet, qui permettent à un juriste d'éviter de tout retaper à la main et puis d'avoir des formulaires directement pour générer avec différents parcours ces contrats. Des Legal Tech qui permettent de faciliter la recherche juridique, comme vous faites chez Predictis. On a accès d'une part à la loi, je pense, mais aussi à des outils d'analytics qui permettent d'avoir des statistiques sur tel ou tel contentieux dans tel domaine. Par exemple, moi, je suis avocat en droit social, j'ai un client qui est jugé au tribunal, au CPH de Béthune pour travail dissimulé. Et je pourrais avoir des statistiques sur qu'est-ce que pense le tribunal de Béthune sur ce sujet et quel est le pourcentage de victoire, de réussite, sur quel type de fondement les juges ont fondé la décision. Et donc, ça te permet, toi, déjà de gagner du temps, et puis ensuite d'aider ton client à dire ok, très bien, on y va, on attaque. Non, on n'attaque pas, on négocie. Donc voilà, c'est plein d'outils qui permettent en tout cas de faciliter la vie des professionnels. J'espère que j'étais précis. Donc c'était insister sur le fait que c'était aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, et que donc il y a un intérêt pour les professionnels d'investir dans les Legal Tech, même si eux, leur profession, c'est pas directement le droit. Par exemple, les managers vont très bien avoir un intérêt à créer de la richesse en utilisant les Legal Tech. Aussi, notamment quand en entreprise, en fait, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas des juristes ici, vous allez peut-être demain bosser en direction financière, en direction des achats, en direction RH. Et donc, dans tous ces cas, en fait, vous faites malgré tout le droit. Par exemple, tu es en entreprise, tu es manager, tu es sales, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des contrats, tu développes ta boîte et tu essaies d'aller négocier des deals avec des clients potentiels. Dans ces cas, il y a des contrats à faire. Le problème, c'est que tu vas pas, parfois, le temps du juridique est très long. Donc, avec des solutions, notamment Legal Tech, en matière contractuelle, tu peux gagner du temps sur le processus de vente. Tu peux donc, du coup accompagner plus efficacement la stratégie de l'entreprise. Donc, oui, tout le monde y a accès. Et ce n'est pas que les juristes, l'entreprise, ça a un impact sur tout le monde. Si on réfléchit un peu plus maintenant pour les entreprises qui vont utiliser donc, les services de Predictis, qui vont utiliser les services de Legal Pilot, du coup, quand vous allez voir les directions juridiques, comment vous leur présentez comment ça va les aider? Peut-être pour présenter un peu le phénomène dans la continuité de ce que disait Arthur, moi j'ai l'habitude de prendre une image un petit peu pour essayer d'illustrer ça, c'est qu'il y a tout un tas de fonctions dans l'entreprise qui se sont assez rapidement équipées avec des outils numériques. Je pense que ça a été les sales en premier avec les CRM, plus personne ne peut travailler sans CRM, sans Salesforce par exemple.
Les RH ont des logiciels de SIRH, la compta, évidemment, des logiciels de compta. Mais concernant la fonction juridique proprement parlée, eh ben, pour la plupart des entreprises, on n'a pas d'outils dédiés. Alors, je mets peut-être le CAC 40 à part. Souvent, ils se sont fait construire des outils pour leurs propres besoins. Et puis, sinon, il y a des outils très calibrés pour les grands comptes. Mais sur la grande majorité du segment, PME, ETI, il y a un taux d'équipement qui est extrêmement faible. Pourquoi ? Sans doute parce que le droit, c'est quand même extrêmement divers, extrêmement compliqué. Et ce qui fonctionne pour une entreprise ne fonctionnera peut-être pas pour une autre. Mais c'est des choses qui sont en train de changer. Donc l'idée, c'est d'apporter des outils pour améliorer l'efficacité. Alors, il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer dans l'entreprise, mais au final, ça s'appuie, je pense, sur la fonction juridique. Le cœur de la fonction juridique, c'est la compliance, c'est la conformité. Donc, c'est comment on aide la fonction juridique à atteindre cette conformité plus efficacement, plus rapidement, et si possible, même avec une meilleure expérience utilisateur pour les gens qui ne font pas partie du service juridique. Ça, c'est aussi un enjeu. Donc, voilà, il y a plusieurs… nous, pour notre cas, les leviers qu'on va beaucoup actionner, c'est le levier de la productivité. Et un des leviers, même pour être très concret, des arguments commerciaux qu'on va utiliser, c'est de dire, permettez par exemple à vos commerciaux de contractualiser plus vite. Ce que c'était le cas, Arthur, c'est de dire, on va proposer par exemple des choses en self-service qui vont rendre les commerciaux moins dépendants du rythme de la DJ pour aller plus vite closer des deals et être dans un périmètre qui, malgré tout, est conforme avec la politique de compliance de la boîte. Donc, ça peut être ce type d'argument. Je ne sais pas si tu veux prendre un peu… Nous, concernant les arguments, ça va être à peu près les mêmes. Ça va être donc Predictis, c'est un moteur de recherche et d'analyse de l'information. Donc, nos clients vont être des cabinets d'avocats, des directions juridiques et des compagnies d'assurance. À l'intérieur de ces clients-là, notre cible et les utilisateurs vont vraiment être uniquement des juristes pour le coup. Donc, on ne va jamais avoir un cas d'usage dans lequel un non-juriste va utiliser la solution parce qu'il veut estimer le coût potentiel d'un contentieux. Ça, ce n'est pas le cas d'usage, tout simplement parce que le droit est une matière qui est complexe et à aucun moment, en utilisant un outil aussi simple d'utilisation soit-il, aussi ergonomique et capable de sortir des données chiffrées, quelqu'un qui n'aurait pas une formation juridique n'aurait pas les bonnes interprétations avec ces outils. Donc nous, la valeur ajoutée qu'on va apporter, ça va être dans un premier temps un gain de temps. Predictis, c'est un moteur de recherche. Ce que cherche un avocat, son temps est précieux. Une direction juridique, c'est la même chose. Donc, ça va être de gagner du temps dans les tâches qui sont chronophages. Donc, la tâche de recherche de l'information, c'est une tâche qui est chronophage et il y a des moteurs de recherche qui existent sur le marché et qui fonctionnent tous un petit peu de la même manière, c'est-à-dire identifier les occurrences de mots-clés dans une base de données. Et donc, en allant un petit peu plus loin, en développant des outils de traitement automatique du langage naturel, ce qu'on a fait, on est capable d'avoir un moteur de recherche qui est extrêmement pertinent et de trouver une information qu'on aurait mis potentiellement 1 heure ou 2 à trouver, ou qu'on n'aurait potentiellement jamais trouvé, la trouver en 5 minutes en utilisant un jeu de filtres, en utilisant les bons outils. Donc ça va être le premier cas d'usage, ça va être un gain de temps. Le deuxième, ça va être avec une fonctionnalité statistique que je pourrais vous montrer dans un petit instant. C'est d'être capable, exactement comme l'a pitché Arthur tout à l'heure, d'être capable d'estimer le taux de succès, le montant moyen d'indemnité sur un dossier. Et donc pour ça, pour un cabinet d'avocats, ça va l'aider à prendre des meilleures décisions, à conseiller au mieux ses clients. Et pour une direction juridique, ça va l'aider à chiffrer son dossier, à provisionner, savoir est-ce qu'on a une chance de succès, combien ça risque de nous coûter. Donc vraiment, ça va être à la fois en analyse et l'autre gain, ça va être du gain de temps pour que derrière le professionnel du droit, on n'a aucunement la prétention, ni l'ambition, ni la volonté de remplacer les professionnels du droit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre aussi vis-à-vis des legal tech. L'objectif de Predictis et de beaucoup de legal tech est simplement, la tâche n'est pas si simple que ça, de faciliter leur quotidien et de leur permettre de se détacher de tâches qui sont chronophages pour qu'ils puissent se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc pour un cabinet d'avocats, les tâches à plus haute valeur ajoutée, ça va être le conseil de son client, le démarchage de nouveaux clients, la rédaction de ses conclusions, la préparation de sa plaidoirie, etc. etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, bien sûr. Ce qu'a dit Arthur, par exemple, sur le fait qu'il y a la legal tech B2C, la legal tech B2B, c'est tout à fait exact. Je rajouterais juste peut-être le fait qu'en fait, il y a tout ce qui est legal tech, l'entreprise qui est la legal tech elle-même.
Et il y a aussi ce qui peut être un legal tech lawyer. En fait, vous-même, si vous travaillez dans un cabinet d'avocats, vous travaillez en tant que consultant, si vous travaillez dans le domaine du droit, dans le domaine de la fiscalité internationale, par exemple, pour ce qui est mon cas, en tant que consultant ou en tant qu'avocat, vous allez être amené à utiliser toutes ces solutions legal tech. En tout cas, vous êtes censé savoir les utiliser, pouvoir les proposer à vos interlocuteurs et être capable de voir quand est-ce que je peux automatiser un processus dans ma direction juridique, dans mon cabinet d'avocat, avec quels outils. Et c'est là qu'on a des solutions sur le marché qui sont très intéressantes. Le deuxième point que je voudrais ajouter sur la legal tech en général, c'est qu'on parle beaucoup de réduction de coûts, de réduire le temps passé sur des tâches qui sont chronophages, qui est bien sûr, c'est très utile parce que ça permet d'ajouter de la valeur pour les cabinets d'avocats, parce qu'ils peuvent se dédier aux choses qui leur apportent le plus de clientèle et d'argent. Mais quand même, il y a aussi un enjeu qui est très important pour la legal tech en général et pour des avocats et des consultants qui conseillent des entreprises de petite taille comme de grande taille, c'est pas seulement de réduire leurs coûts, mais c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, à travers l'automatisation de certains processus, à travers l'analyse de données, que ce soit quantitatif ou qualitatif, le legal tech lawyer va devoir être capable d'apporter une valeur supplémentaire à l'entreprise. Et en fait, la solution legal tech n'est pas forcément un outil externalisé. En fait, la solution legal tech doit faire partie intégrante du service qui est proposé pour un avocat à son client. C'est-à-dire, il y a la legal tech qui va aider le cabinet d'avocats à avoir des solutions qui vont lui permettre d'être plus sur la valeur ajoutée, mais il y a aussi l'avocat lui-même qui va intégrer dans son propre service des choses à plus grande valeur ajoutée, qui sont basées sur des analyses de données, des analyses digitalisées, qui vont lui permettre de proposer plus de valeur à son client. Donc, c'est ce que je voulais ajouter sur ce point. C'est un peu la vision en tant que consultant dans un cabinet d'avocats. Comment je fais pour apporter plus de valeur à mes clients, qui sont des grandes entreprises du CAC 40, qui ont aussi leur système d'information, qui ont déjà beaucoup de logiciels. Mais rien qu'en 3 ans chez EY, j'ai remarqué que, en fait, avec la valeur ajoutée supplémentaire qui est apportée à travers les outils digitaux et à travers des aspects plus quantitatifs et de l'analyse de données, en fait, on devient presque des data scientists. On est capable finalement d'interagir non seulement avec la direction fiscale, mais avec la direction financière et le CEO. En fait, on part de la fiscalité internationale et on arrive finalement à apporter de la valeur à la direction générale pour les grands choix de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça permet d'améliorer, d'avoir une meilleure vision sur comment on va faire pour monitorer toute l'entreprise et comment on va faire pour, certes, réduire des coûts, mais aussi voir des opportunités qu'on n'avait pas forcément vues avant et qui peuvent venir du juridique et du fiscal. Dire que ça modifie un petit peu le rapport des entreprises par rapport au droit. Là où avant, c'est plus de la compliance ou du risk management, maintenant, ça va vraiment être un levier de croissance. Je peux compléter 2 petites secondes. Tout à fait. Et là, ce que tu dis pour EY, c'est très juste, mais à une échelle qui est plus petite, c'est-à-dire pour un cabinet normal. Demain, mettons que vous êtes avocat, vous allez pitcher l'entreprise parce que vous avez tout la même avocat et entrepreneur. Tu fais des pitchs comme tout le monde, tu montres tes services. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer votre proposition de valeur. C'est tous très bien vu à l'EM. Vous êtes en concurrence avec d'autres avocats. Et le client peut se dire pourquoi j'irai voir Maître Sauzet plutôt que tel avocat. Et là, tu parlais de valeur. C'est hyper intéressant de vous dire, par exemple, vous n'êtes pas qu'avocat en droit social, pas qu'avocat en corporate, mais dans votre offre, vous direz écoutez, voilà, moi, je travaille avec un espace personnel qui est accessible pour le client. Je lui push des notifs avec telle ou telle modification légale, potentielle. Je lui transfère un calendrier avec les différentes opportunités et je donne des conseils au fur et à mesure sur les étapes de telle ou telle procédure. Je donne une base de contrat directement pré-automatisée, etc. Tout ça, en fait, c'est permis par la tech et c'est quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur et c'est ce qui va faire la différence, en fait, vous, au stade du deal,
pour négocier une prestation. Voilà, pour des cabinets de taille plus standard. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de... Bon, c'est vrai que vous avez bien expliqué, on a un écosystème qui est quand même assez varié, c'est quand même plutôt protéiforme, on a vraiment des legal tech ou des reg tech, parce qu'il y a aussi le sujet effectivement compliance, qui est un peu périphérique, qui est lié. On voit qu'on a quand même des sociétés qui ont des offres qui sont assez différentes. C'est plutôt le conseil, c'est plutôt la justice, alors prédictive ou simulative. Donc on va être plutôt sur le contentieux, mais on peut aussi voir des sociétés qui sont simplement sur la mise en relation, justement, là où pour l'avocat, il y a un intérêt de faciliter la mise en relation avec le client, avec le justiciable, celui qui a un besoin de contentieux ou de conseil. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on a un peu de difficulté à bien distinguer les différents types de legal tech. Et je pense qu'il y a certaines legal tech qui s'adressent vraiment à tout le monde. D'autres, c'était ta remarque sur EY, effectivement, on va peut-être viser. Certaines legal tech vont avoir un service qui sera très adapté à ce type de cabinet, et d'autres, en fait, ce sera plus compliqué. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi de voir, en fait, vraiment en fonction des usages. En fait, il faut voir qu'on est quand même nombreux comme avocats, et on n'a pas du tout les mêmes activités, on n'a pas du tout les mêmes budgets à investir dans ce type de technologie. Donc, ce qui manque un peu comme information, c'est quand même de voir à quelle clientèle s'adressent ces legal tech. Par exemple, sur Predictis, auquel outil, on peut se dire l'outil pareil comme ça, très intéressant. Et en fait, finalement, qu'est-ce que vous avez réellement comme clientèle au sein des directions juridiques, au sein des cabinets d'avocats? Est-ce que votre clientèle est limitée sur finalement un petit nombre de grands comptes, ou est-ce que vous vous adressez à tous les avocats, et comment est-ce que vous vous adaptez justement pour avoir une clientèle qui serait la plus variée possible? Aujourd'hui, moi, quand je pense quand je regarde l'univers des legal tech, je vois qu'effectivement, il y en a de plus en plus. Je vois un peu des MeToo, parce qu'on voit qu'en fait, il y a des legal tech qui étaient plutôt de type anglo-saxonne, qui maintenant sont un peu dupliqués, avec plus ou moins de succès en Europe et en France notamment. Mais par contre, j'ai du mal à voir aujourd'hui sur ces legal tech, finalement, celles qui vont avoir du succès auprès des directions juridiques, celles qui vont avoir du succès auprès des cabinets d'avocats, et on va dire les EY et les grands cabinets d'avocats, et celles qui seront en fait plutôt destinées à des... Et je trouve que pour le moment, on n'a pas le paysage legal tech. Pour ça, pas très très clair. Il y a beaucoup de marketing. Et après, quand on vit dans les directions juridiques et dans les cabinets d'avocats, en fonction des tailles, on se rend compte que voilà. C'est intéressant d'avoir un retour d'expérience là-dessus, savoir si aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on a des legal tech qui proposent effectivement des services automatisés sur de la prestation juridique qui va être dans l'accompagnement, ou la prestation à faible valeur ajoutée sur certains documents qui peuvent être assez simples. Et dès qu'on gagne un petit peu en complexité, si on ajoute de l'intelligence artificielle, on va avoir des bases de données beaucoup plus complexes à traiter. On parle de blockchain. Finalement, ces legal tech-là, est-ce qu'elles arrivent aujourd'hui à s'imposer sur un marché juridique qui va être assez général, qui peut toucher un peu tout le monde, et pas seulement finalement des grands comptes, des grandes directions juridiques et les grands cabinets d'avocats? Ouais, je pense qu'il y a une nuance qui est importante, et je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais que la profession d'avocat est extrêmement éclectique. Par le profil d'un avocat en France, il y a entre 60 et 70 000 avocats, mais c'était la pression qui était faite.
entre un avocat qui va faire du droit pénal dans son cabinet et un EY, il y a évidemment un monde. Et entre ce monde, il va y avoir plein d'autres typologies d'avocats. Donc pour ça, les acteurs de la Legal Tech vont essayer d'avoir un positionnement qui peut être soit un positionnement de niche, en disant moi, je vais adresser uniquement les cabinets qui font du droit du préjudice corporel parce que c'est la matière dans laquelle je suis la meilleure et j'ai un outil qui est extrêmement bon sur ce secteur-là. Mais sur ce secteur-là, par contre, je veux que tous les avocats soient équipés et je vais avoir une proposition de valeur qui va être énorme. Ou je peux avoir un outil plus généraliste disant moi, je pense que je peux toucher tout le monde parce que j'adresse des problématiques qui concernent tout type de cabinet d'avocats. C'est un peu la position qu'on a chez Predictis. Nous, ce que j'ai expliqué, je me répète un petit peu, je suis désolé, mais le premier cas d'usage et le premier besoin, c'est un besoin de recherche de l'information. Et donc pour ça, un avocat qui fasse du contentieux, du conseil en droit de la famille ou en droit de l'environnement, c'est des tâches qu'il va être amené à effectuer. Donc, nous, on ne va pas avoir une discrimination des clients et des matières chez Predictis. Notre objectif, ça va être de traiter tout le marché de l'information juridique, qui est un marché qui est assez large et qui va toucher les 60-70 000 avocats, plus les directions juridiques. Et nous, on travaille beaucoup aussi avec les compagnies d'assurance, notamment pour la partie statistique et chiffrage du contentieux. Donc, tout ça mis bout à bout, ça représente à peu près, on estime, 200 000 personnes, ce qui est à la fois beaucoup et peu quand on se considère comme un acteur du B2B en France. Et donc, on a vocation à développer un outil qui peut servir à tout le monde. Et donc, pour ça, on va développer des fonctionnalités qui peuvent servir dans les différents métiers. Mais ce ne sera pas le cas d'autres. Ce ne sera pas le cas d'autres parce qu'il y aura beaucoup moins de besoins. Nous, on nous a beaucoup, pas reproché, mais on a été beaucoup identifié comme un outil Predictis, comme un outil uniquement utile pour des avocats faisant du contentieux, parce que la fonctionnalité analytique va permettre de chiffrer le risque contentieux. Donc, elle va permettre de savoir le taux d'acceptation de telle ou telle demande devant telle ou telle juridiction ou le montant moyen d'indemnité. Donc, évidemment, cette fonctionnalité, en première approche, on pourrait se dire qu'elle va servir uniquement à un avocat faisant du contentieux. En réalité, ce n'est pas nécessairement le cas, parce qu'un avocat faisant du conseil, je ne sais pas, moi, je faisais des fusions-acquisitions. Sur un audit d'acquisition, je vais voir qu'il y a un contentieux en cours pour pouvoir chiffrer le risque contentieux, avoir un outil d'analyse, ça pourrait avoir du sens. La fonctionnalité de recherche, donc de recherche de jurisprudence, elle va servir de la même manière en conseil parce qu'on va être amené, on fait un métier qui est un petit peu différent, mais un métier qui reste un métier d'avocat. Donc, on va avoir, dans certains cas, besoin d'aller trouver une information. Donc, l'outil peut servir tous les professionnels du droit. Ensuite, sur certaines briques, il va y avoir plus de sens. Donc, un avocat qui fait du droit du travail va avoir une très grosse valeur ajoutée avec un outil comme Predictis. Un avocat qui fait une matière de niche ou une matière de droit administratif sur laquelle il y a très peu de décisions de justice qui sont rendues, parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la statistique sur des décisions de justice. Donc, évidemment, faire de la statistique sur, des décisions de droit de l'environnement, qui est une matière qui est beaucoup plus récente, sur laquelle il y a moins de précédents, il y a moins de possibilités de faire des statistiques, et même faire des statistiques d'un dossier à un autre, ça aurait moins de sens. Évidemment, ce cas d'usage, on va un petit peu moins l'adresser, mais sur la partie moteur de recherche, sur les autres fonctionnalités qu'on a, ça pourrait être aussi intéressant pour un avocat qui fait du droit de l'environnement. Donc, pour répondre à la question, nous, on se ferme pas des portes, on se positionne pas sur des typologies de cabinets d'avocats. Derrière, d'un point de vue investissement et communication, non, on travaille aussi bien avec les cabinets individuels que des grands cabinets et on essaie de mettre en avant les deux parce qu'on est sûr que c'est notre positionnement et qu'il y a un intérêt et que on aimerait bien que le marché nous voit comme ça en tout. Je pense que la remarque est très vraie quand tu parles de diversité, du nombre de legal tech et de la difficulté aussi de savoir qui fait quoi, sur quel secteur. Je pense que si on rembobine un peu et si on regarde le phénomène, en tout cas en France, le phénomène il a vraiment démarré aux années 2015-2016, d'ailleurs avec les premières legal tech B2C, d'où aussi sans doute la confusion qu'on fait entre legal tech B2C et legal tech dans son ensemble. Il y a un chiffre qui est important pour aller dans le sens aussi de ce qu'on disait, c'est il y a un site qui est bien, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont des parcours juridiques, qui est le site du Village de la Justice, qui est un observatoire permanent des legal tech. Et la dernière fois que je l'ai consulté, là, le mois dernier, la répartition B2C, B2B, on était à 2 tiers, 1 tiers à peu près. Donc vraiment, ça, c'est une réalité. Après, la question, peut-être pour donner un feedback un peu dans le même sens que tu disais, Arthur,
la question de savoir quel marché on adresse en tant que Legal Tech, c'est une vraie problématique de go-to-market. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée un peu préconçue en se disant, vu qu'il y a beaucoup de gens du métier dans les Legal Tech, on se dit, OK, je sais que sur tel cas d'usage, ça marche a priori bien. Donc, c'est quoi la taille de mon marché? C'est qui les gens qui ont à peu près ce type de cas d'usage? Déjà, cette réponse-là, elle est très dure à trouver. Parce qu'en fait, en fonction de la typologie de cabinet, de la taille, des départements, des sous-spécialités, des choses qui sont très dures à chercher pour le marketing, parce que tu n'as pas ça sur ton profil LinkedIn en disant je fais de la fusion-acquisition entre tel et tel pays. Enfin, c'est une information qui n'existe pas. Donc, en tout cas, qui est très compliquée à exploiter. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est votre cas aussi sur Predictis, mais nous, on a été vachement dans une démarche itérative vis-à-vis du go-to-market. C'est-à-dire qu'on a surtout appris de nos premiers clients, de la valeur qu'ils arrivaient à avoir eux en termes de levier. Et après, on essayait de reproduire ces cas d'usage-là chez d'autres clients, en utilisant beaucoup aussi la logique de testimonials, d'endorsement, pour aller chercher d'autres clients qui faisaient la même chose. Donc, c'est à la fois, je mettrais vraiment à part le marché avocat et direction juridique pour ça, parce qu'on ne l'adresse pas du tout de la même façon. Il y a aussi beaucoup la logique un peu de cooptation qui marche bien sur le marché des avocats. C'est-à-dire que si vraiment ça marche, un avocat, il appelle aussi ses confrères et il peut faire de la recommandation. En entreprise, c'est complètement différent. Ce qui nous a beaucoup embêté, c'est les logiques de taille et comment on positionnait le produit par rapport aux besoins. Parce que tu es vite sur que tu as vécu toi de l'intérieur aussi, après des logiques après de faire du développement spécifique pour les clients. Donc après, soit tu es une agence, soit tu es éditeur, mais tu ne peux pas être les deux non plus. Donc en fait, le go-to-market, c'est quelque chose de très... c'est test and learn. C'est la logique d'appel d'offres. Dans beaucoup de cas, notamment pour les directions juridiques, même pour du conseil, pour des legal tech, ils font des appels d'offres. Donc, ils ont un besoin sur tel sujet, allez-y, pitchez. En fait, souvent, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai développé une offre particulière pour un appel d'offres, et ensuite, cette offre, je l'ai déployée dans d'autres structures semblables. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, tu sais, le test and learn, je pense, est tout à fait vrai. Je ne connais pas beaucoup de... je pense qu'il faudrait... si vous faites une logique entrepreneuriale, il faut rester ouvert et ne pas avoir une idée préconçue. Le nombre de personnes que j'ai entendu dire « Oui, moi, je vais faire que du Gide, Allen, Proskauer, etc. » et qu'au final, juste zéro. Peut-être qu'il y a une remise en question à avoir et de se dire, tiens, en fait, non, le besoin aujourd'hui, c'est plus dans ce style de structure. Il faut tester, il faut vraiment suivre, c'est de la vente classique, mais suivre ses statistiques, écouter son marché, surtout dans le monde du droit. Il y a plein de types de cabinets, de direction juridique, les gens parlent, et il faut toujours être au courant, des différents feedbacks, et ça permet de faire évoluer votre produit. Moi, je suis complètement d'accord avec ça et je pense qu'il faut certainement, en tant qu'entrepreneur, start-upper dans le domaine legal tech ou adtech, il faut certainement avoir cette démarche-là. Je comprends bien. Moi, mon propos, c'était peut-être plutôt c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'on entend parler de legal tech. On voit qu'il y a un développement, mais très concrètement, je me demandais aujourd'hui sur la clientèle, par exemple, Predictis indiquait bien, voilà, on s'adresse à tout le monde. Ça me paraît assez clair, compte tenu du produit, bien sûr. Maintenant, qui sont vos clients aujourd'hui? Et est-ce que ça évolue finalement? Est-ce que la legal tech se démocratise? D'ailleurs, que ce soit sur le B2C, mais aussi sur le B2B, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont intéressés, ou est-ce qu'on est encore justement sur les Gide, Allen, etc., sur ce type de produit? Il y a un truc que je trouve hyper intéressant qu'on a appris, mais je serais curieux de savoir si c'est vrai de votre côté aussi, c'est qu'en fait, il y a, dans la taille, c'est vraiment un double tranchant. C'est vrai qu'on pense vite au gros parce qu'on se dit, OK, on peut aller chercher des gros abonnements, ils sont nombreux, on a de l'upsell potentiel, des choses intéressantes. Mais dans la capacité d'adoption, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les plus petits vont beaucoup plus vite. Les cabinets individuels, les cabinets où tu as 2-3 associés qui se connaissent bien, qui sont alignés en termes de stratégie, la prise de décision, elle ne prend pas 2 ans. Ils y vont, ils essaient. Si ça ne marche pas, ils cut le truc dans 3 mois. Mais ils sont beaucoup plus agiles, alors que les process de procurement, on vend à des bigs, notamment, c'est un enfer. C'est des mois et des mois et des mois, et c'est beaucoup d'investissement dans l'avant-vente. Donc, nous, on a une démarche aussi assez ouverte vis-à-vis de la taille. Et ce qu'on voit, c'est que, ce que je trouve encourageant d'ailleurs, c'est que même les individuels peuvent intégrer de l'innovation, l'intègrent plus vite. Après, il y a une question de coût. Il faut aussi pouvoir leur amener la technologie à un coût qui est acceptable pour leur structure.
Mais je trouve ça vachement encourageant en termes de maturité du marché. Je rajouterais peut-être quelque chose là-dessus. Je pense que ça rejoint tout ce que vous avez dit. En fait, je vois deux types de legal tech principales et elles ne sont pas forcément contradictoires. L'une peut compléter l'autre. Mais en fait, je vois, c'était ma première expérience dans la legal tech chez Serenity. C'était vraiment de scaler le plus possible l'offre qu'on avait et de pouvoir l'offrir au plus de personnes possible sans limite, un peu comme ce que tu disais pour Predictis, sans limite. Maintenant, ce que je vois aussi et que j'ai vu chez Séraphin Légal et que je vois aussi dans une plus grande mesure chez EY, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises qui sont très complexes, qui ont beaucoup de niveaux de validation. Ce n'est pas parce que le directeur fiscal, par exemple, est convaincu que c'est pour ça que ça va marcher. Il y a différents niveaux de validation. Il faut aussi bien savoir si l'outil va pouvoir être utilisé, par exemple, pour d'autres services. En plus, chaque client va avoir toutes ses spécificités. J'imagine que les solutions que vous proposez, si c'est un avocat pénaliste, si c'est un avocat droit social, il y a des choses qui vont être communes, mais il y a beaucoup de différences. Et quand on parle quand même d'une entreprise du CAC 40, les enjeux financiers parfois sont aussi plus grands. Et en plus de ça, là, on rentre dans le sur-mesure. Et ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors, ça peut être, c'est ce que j'ai vu beaucoup chez Séraphin Légal, avec le développement, le co-développement avec les directions juridiques et fiscales de solutions avec elles vraiment adaptées à leurs besoins en co-coding avec la direction juridique. Et c'est ce que je vois aussi chez EY, avec la possibilité pour le client. Je pense qu'avant de proposer une offre, il y a toujours la partie découverte et poser les bonnes questions au client pour savoir quel est son besoin exact. Et à partir de là, proposer une solution qui permette d'offrir à la fois le service traditionnel et en même temps d'ajouter quelque chose qui va rendre le service traditionnel beaucoup plus rapide à exécuter et d'ajouter en plus quelque chose qui va servir non seulement à la direction fiscale, mais en plus au groupe. Et quand je dis le groupe, en fait, on ne parle pas seulement en France, c'est-à-dire ça va servir à toutes les filiales du monde. Par exemple, là, ce n'est pas une legal tech per se, on va dire, mais en ce moment, j'ai un client avec qui je travaille avec toutes les filiales du monde qui nous ramènent toutes les données financières de leur PNL et on doit tout analyser et proposer une analyse de risque et d'opportunité là-dessus. Là, je ne suis pas une legal tech moi-même, mais en réalité, je suis en train d'offrir un service à la fois juridique et fiscal, mais en même temps financier et économique. Je pense que voilà, vous êtes des étudiants à l'EM Lyon. Je pense que ce mix entre la finance, l'économie, le droit et la tech, ça vous mènera forcément à quelque chose de bien. Et pour revenir à la question initiale de qu'est-ce que la legal tech, l'état du marché, etc., je pense qu'il y a quand même des opportunités énormes devant nous. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, c'était vraiment automatisation, digitalisation, avoir des process plus rapides, etc. Peu à peu, j'ai vu que c'était plus de sur-mesure, d'adaptation client. C'est ce qui ressortait de ce que vous avez dit, en fait, c'est de pouvoir offrir à des clients totalement différents une solution qui va pouvoir s'adapter à leurs besoins à chaque fois et peu importe leur taille en plus. Donc ça, c'est des enjeux encore plus importants. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des legal tech qui s'ignorent. En fait, il y a des entreprises qui ne sont pas des juristes, qui sont parfois des entreprises de la blockchain, et ils ignorent qu'en fait, ils sont en train d'offrir un service de legal tech. Par exemple, il y a des entreprises qui proposent sur toute la supply chain de sécuriser le transfert de responsabilité sur, par exemple, qui a les matériels qui sont transférés d'un pays à un autre. Donc, sur toute la supply chain, je vais avoir un NFT où je vais avoir un token qui va se déplacer et qui va dire qui est responsable de quoi. En fait, là, ils sont en train de faire de la legal tech. C'est une start-up dans la blockchain, mais ils font de la legal tech. Et je pense que quand j'adapte la matière prix de transfert qui est internationale, fiscale, économique, financière, je me dis pourquoi pas un directeur fiscal dans le futur avec une gestion dans tous les pays du monde avec toutes ces filiales, suivi avec la blockchain et qui permet d'automatiser
toute sa partie compliance qui s'automatise, qui s'actualise automatiquement, qui permet d'optimiser la partie planning, donc avant la partie compliance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, et qui permet en plus, en cas de contrôle fiscal, parce que ça c'est une grosse partie aussi de l'activité, en cas de contrôle fiscal, avec la blockchain, j'ai des preuves assez tangibles. Donc ça permet, si j'ai un petit conseil à donner, ce que je vois de très nouveau sur le marché ou en tout cas qui commence à avoir une maturation assez intéressante, c'est la partie blockchain. Il y avait déjà des solutions qui existaient il y a 3 ans, mais ce que je vois là, c'est que ces solutions-là, c'est en train de passer vraiment à l'échelle. Je me permets de rebondir parce qu'on a parlé des grosses entreprises, mais est-ce qu'il y a un autre marché un peu plus petit, peut-être avec les TPE, les PME, qui n'ont pas forcément le moyen d'avoir de direction juridique, mais qui vont faire appel aux legal tech de manière temporaire ou un peu plus définitive pour pouvoir justement. Je pense que c'est le marché le plus compliqué celui-là. Effectivement, les cabinets d'avocats, ils n'ont pas forcément accès parce que peut-être que c'est cher au tout début, peut-être que les legal tech, ils ne connaissent pas. En fait, les TPE, PME, eux, ils ont un vrai besoin. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez contradictoire, c'est que c'est ceux qui ont le plus de besoins, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un conseil, enfin, ils n'ont pas les moyens d'internaliser forcément une direction juridique, ou ils ont un RH qui fait du juridique et qui fait de la compta, etc. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un conseil externalisé en permanence pour leur poser pas mal de questions. Donc en soi, tu te dis naïvement, l'offre de certaines legal tech, c'est génial pour les TPE PME. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément évidents à toucher. Moi, ce que je constate pour les TPE PME, c'est que souvent, on les touche plus en vendant des solutions tech à l'expert comptable. C'est-à-dire, voilà, parce qu'ils ont, en revanche, l'expert comptable, c'est celui qui paye. Et je vois des solutions, notamment une solution lyonnaise qui s'appelle Agrume, qui automatise le droit social. C'est une solution, en fait, qui a trouvé son marché. Pour les PME, c'est une solution qui a trouvé son marché chez l'expert comptable. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. C'est l'approche directe PME, et enfin, il y en a certainement qui arrivent, mais ce n'est pas forcément évident. C'est pas évident parce que des fois, ils demandent d'avoir un peu des clés en main de projet, mais il n'y a pas l'aspect conseil qui manque un petit peu qu'on a avec les cabinets d'avocats. Ils sont dans le jus, ils n'ont pas forcément le temps de. Puis c'est des gens aussi, ils n'ont pas forcément l'expérience du marché avocat. C'était PME, c'est beaucoup en province. En province aussi, il y a le rôle de l'avocat qu'on rencontre au golf, aux soirées du Rotary Club, etc. Et il n'y a pas forcément la partie qu'on c'est ça. Et puis il y a un vrai problème de prix, c'est-à-dire que toi, pour ceux d'entre nous qui ont été avocats, tu ouvres pas un dossier à moins de 500 €, ça n'a pas de sens économiquement pour toi. Parce que tu as tes charges et tu charges en dessous de ça, grosso modo, c'est pour des ordres de grandeur. Donc oui, pour une TPE PME, 500 €, c'est déjà une somme. Donc il y a mécaniquement, ceux des avocats qui voudront adresser ces marchés-là, il y en a qui le font. Il faut soit être ultra organisé, mais du coup sur des verticales bien identifiées, soit mettre de la tech de façon hybride. Mais de manière traditionnelle, on ne peut pas répondre à ce segment. Ouais, c'est très compliqué. Ça dépend, encore une fois, on en revient, mais à son produit, son positionnement sur des produits comme les nôtres qui vont s'adresser à des juristes avant tout. On va avoir difficilement la possibilité de mettre un pied dans une TPE-PME qui, elle, cherche plutôt le remplacement de ce juriste qui n'est pas dans la société, ou alors d'avoir une solution qui pourrait apporter une valeur ajoutée sur tel ou tel créneau. Donc nous, c'est vrai que c'est un secteur qu'on a du mal à toucher, sur lequel on déploie aussi peu d'efforts commerciaux, parce que d'un point de vue ROI, tout simplement, parce que chez Predictis, on vend un SaaS par accès. Et donc, on va mettre les mêmes efforts à aller conclure un contrat, parfois plus, avec une TPE ou une PME pour vendre un accès que les efforts qu'on pourrait mettre avec un cabinet individuel avec lequel ça va aller 15 fois plus vite ou un cabinet d'avocats un peu plus grand avec lequel on va avoir un panier moyen évidemment plus élevé aussi. Par contre, tu parlais des assureurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais les assureurs avec les assurances protection juridique qu'on a mise en œuvre de façon beaucoup plus importante ces dernières années. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont des velléités d'aller chercher ces marchés-là, des tout petits paniers sur du juridique, avec la question du passage du périmètre du droit qui est
c'est allègrement dessus, mais je ne sais pas, vous, chez vos clients assureurs, si c'est quelque chose c'est des marchés qui regardent. Oui, mais nous, la typologie de clients de prédictif, 80% d'avocats, quelques directions juridiques et beaucoup d'assureurs. Et chez les assureurs, ça va être les assureurs de protection juridique. L'assurance de protection juridique, c'est en gros l'option que vous pouvez souscrire dans vos contrats d'assurance, qui sont parfois assurance ARC, assurance habitation, qui va vous permettre de prendre en charge vos frais d'avocat si vous avez un contentieux ou de vous assister sur des questions juridiques. Et donc, eux, ils ont un énorme enjeu qui est un enjeu financier, c'est que leur dossier, ils veulent qu'il soit, dans la majeure partie des cas, traité de manière amiable, parce qu'à partir du moment où le dossier passe au judiciaire, ils vont devoir prendre en charge les frais d'avocat de leurs clients. Et donc, avoir un outil qui est capable de chiffrer le risque et surtout d'avoir des données chiffrées sur un joli graphique, qui puissent communiquer à leurs clients en disant là, en fait, attention, toi, assuré, tu vas absolument aller au contentieux avec ton avocat, mais tu as 90% de chances de te planter. Donc, peut-être n'y va pas et ça va te coûter potentiellement 20 000 – 30 000 euros, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont vraiment apprécier. Et donc, très rapidement, quand l'analyse statistique des décisions de justice, le chiffrage du contentieux est arrivé, tous les assureurs et les parties de protection juridique se sont pas rués, mais se sont très rapidement posé la question en disant là, c'est quelque chose qui va nous intéresser parce que nous, on y voit un ROI qui est immédiat et dans nos dossiers, ça va nous apporter une arme en plus pour déjudiciariser. Cette arme, elle ne va pas être exclusive. Ça va, les gestionnaires des dossiers vont évidemment, ils ont la pratique de leur matière, ils vont effectuer des analyses qui sont juridiques, ils ont des compétences de négociation, mais c'est une arme en plus. Et donc, c'est un premier pas vers la stratégie des assureurs et le monde du droit. Et donc, derrière, ils se sont dit, mais en fait, on a peut-être beaucoup d'autres cas d'usage et la technologie pour nous aider dans beaucoup d'autres dossiers. Et donc là, nous, l'orientation qu'on est en train de prendre, c'est utiliser nos outils d'intelligence artificielle et d'analyse et de chiffrage du contentieux, non pas sur l'intégralité de la jurisprudence française, mais on va isoler les décisions de nos clients en disant, là, on est passé d'un outil qui est un outil d'aide à la décision à un outil de pilotage. Donc, l'assureur, il va être capable de savoir que sur telle typologie de sinistre, il va avoir 50% de chances dans le 50% de dossiers dans lesquels il va indemniser. Il va indemniser à hauteur de temps. Et donc là, c'est un nouveau cas d'usage qu'on a développé un peu chemin faisant. On ne l'avait pas vraiment envisagé. On est un outil legal tech qui n'est pas initialement destiné au monde de l'assurance. Et en échangeant avec nos clients, on s'est dit, vous avez un intérêt, on a une technologie, donc pourquoi on n'irait pas dans ce sens-là? Donc, on est en train d'évoluer un petit peu dans cette direction. J'ai une autre question, c'est comment est-ce qu'on pourrait former les avocats pour avoir le bon rôle finalement dans le monde de demain, pour l'utilisation des legal tech, pour le développement? Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui vont être confrontés, maintenant c'est sûr. Donc, il y a des cours dans les écoles d'avocats, un petit peu à la fac, en école. Du coup, il y a des programmes qui sont dédiés à l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on pourrait les préparer Non, mais je pense que c'est difficile de répondre dans l'absolu parce que ça dépend de quel. Moi, j'en reviens à ça. C'est toujours, il y a tellement peut-être de legal tech différentes. Ça dépend vraiment de quoi on parle. Il y a des legal tech qui sont très faciles à utiliser. C'est une doctrine qu'on voit quand même se développer. On va rechercher assez facilement de la jurisprudence. C'est pas plus compliqué d'aller faire une recherche sur Google. Bon, il n'y a pas besoin d'être particulièrement formé en tant qu'avocat pour utiliser ça, quoi. Après, si on bascule sur d'autres choses où il va y avoir vraiment du traitement de données, où il y aura de l'analyse qui se rajoute par-dessus, on disait, on va devoir peut-être être data scientist. Là, oui, on passe sur autre chose. Il faut d'autres types de compétences. Je ne sais pas, là, dans ce cas-là, on peut envisager plein de choses. Peut-être qu'il faut demain, il faudra avoir des compétences sur le développement informatique, sur le traitement de la donnée, sur la statistique. Ça peut être assez large, mais encore une fois, c'est de quel legal tech on parle.
encore une fois, faire une recherche de jurisprudence. Bon, on sait tous faire. Certes, les interfaces évoluent, mais ça reste pas très compliqué. Utiliser de la blockchain, je sais pas, enfin voilà, arriver sur aussi justement toute génération de générer des documents automatiquement, arriver à mettre justement à donner des frames, des espèces de cadres de documents, les adapter, faire des fallback matrix, voir dans quel cas, etc. On peut éventuellement proposer une autre clause, etc. Là, on est déjà sur des choses qui deviennent un petit peu plus complexes. Et là, oui, il faut arriver à proposer des formations spécifiques. Justement, on en parlait tout à l'heure, il y a des doubles formations comme ça, avec des compétences juridiques, des compétences bien entendu économiques, financières, mais aussi des compétences informatiques, sciences des données, etc. Et on avait l'exemple de diplôme à Paris-Saclay avec Véronique Magnier. Voilà, il y a même des cours qui sont avec l'école 42, par exemple, de développement. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, c'est très bien de pouvoir coder et d'être en plus un avocat. Je pense que déjà, il faut savoir maîtriser Excel. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui parlent beaucoup de legal tech, etc. Et finalement, les formules sur Excel, ça ne fonctionne pas. Donc, je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il faut y aller crescendo. Il y a les outils quand même de business intelligence, les Power BI, et puis tous les outils d'analyse de données. À un moment, il faut vous dire, en tant qu'avocat, est-ce que j'ai envie d'être un client permanent de LegalTech? Parce que aussi, si vous devenez avocat ou si vous travaillez dans le domaine juridique, est-ce que vous avez envie d'être dans le besoin permanent d'une aide externe que vous allez devoir payer pour rendre vos services ou pour créer de la valeur? Alors, bien entendu, pour la recherche de probabilité statistique de si une décision va aller dans le bon sens ou pas, est-ce que je vais dédier toute une année de formation pour faire ce que fait Predictis? J'imagine que Predictis le fait beaucoup mieux que moi, même si je me forme. Donc voilà, je pense que ou Legal Pilote, pareil, c'est-à-dire à un moment, il y a tellement d'expertise qui est accumulée par une entreprise que finalement, on va quand même se tourner vers l'entreprise. Mais déjà, si on est capable de comprendre ce qui est derrière la machine, déjà, peut-être que malheureusement, il y aura peut-être un peu plus de marge de négociation ou pas. Ça se trouve, ils seront capables de mieux voir la valeur qui est apportée. Mais ce que je dirais quand même, par exemple, pour rentrer à EY, je pense qu'il est maintenant nécessaire de pouvoir interagir avec tout un tas d'outils digitaux et puis de logiciels de base, mais pas seulement d'avoir la fonction somme sur Excel, mais de pouvoir faire du VBA, de pouvoir maîtriser certaines bases de Python pour pouvoir automatiser certains process qu'on voit qui prennent du temps dans le cabinet et qui ne sont pas forcément nécessaires, tout ce qui est R, SQL, etc. Toutes les bases de données que vous pouvez en fait apprendre directement en ligne et que vous avez peut-être déjà fait. Finalement, ces compétences-là, pour moi, maintenant, sont quasiment aussi recherchées pour rentrer dans un cabinet d'avocats qui cherche en tout cas à digitaliser un peu ce processus, que les compétences de base en droit, etc. Maintenant, par exemple, sur certains projets sur lesquels je travaille, si je recherche quelqu'un qui va m'aider sur ces projets-là, la compétence principale pour moi, c'est l'analyse financière et Excel et Power BI. Pourquoi? Parce que c'est sur ces outils-là qu'on va aider le client au jour le jour. Et la compétence fiscale, finalement, elle vient compléter la capacité globale de la personne à comprendre l'entreprise, sa chaîne de valeur, etc. Alors, on est toujours dans la fiscalité internationale, mais les prix de transfert, c'est vraiment la partie économique de la fiscalité internationale. Peut-être que c'est moins dans certains autres départements, mais je pense que c'est de plus en plus et que ça va s'étendre à beaucoup d'autres départements. Ce type d'analyse par rapport aux candidatures des jeunes étudiants, quand même avoir un profil où on maîtrise tout un tas d'outils, c'est nécessaire et je pense qu'il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait une formation spécifique ou autre. Finalement, tout est déjà sur les plateformes de e-learning. Il suffit aussi de former son propre
son propre profil, en fait. Ouais, je dirais, on est pas mal, Arthur, toi aussi, sur de la formation, dans les écoles d'avocats, dans les facultés. Je pense qu'effectivement, en fait, il y a un double niveau. Il y a un point qui me semble essentiel, c'est déjà l'acculturation. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait du droit, en fait, il n'entend parler que de droit pendant presque 7 ou 8 ans. Il est vraiment dans une bulle, en fait. Donc, il faut déjà amener, je pense, le plus tôt possible. Nous, c'est notamment ce qu'on est en train de faire avec des niveaux L3. Il faut l'amener très tôt sur la table que le métier de juriste de demain, ce n'est pas forcément celui d'hier. C'est un métier qui peut être beaucoup plus varié vers d'autres métiers. Et déjà qu'il y a des débouchés. Donc, s'il y a des débouchés, il faut travailler ses compétences. Et effectivement, l'état actuel de la formation, c'est qu'il faut aller chercher ses compétences par soi-même, pour dire clairement. Et après, il y a un deuxième phénomène, c'est l'hybridation des compétences. Tu parlais de Legal Tech Lawyers. Nous, chez Legal Pilote, on parle beaucoup d'ingénieurs juridiques aussi, mais je pense qu'on parle de la même chose. Donc ça, à mon avis, c'est personnel, je pense que ça ne concerne pas tous les juristes, ça concerne une catégorie de juristes particuliers, et en pratique, c'est ceux qui vont mettre en œuvre la technologie dans les organisations. Et eux, il y a tout un champ de compétences derrière ça, mais il y a notamment la sensibilisation à la base de la tech, c'est-à-dire au code et à la gestion de projet et au code. Je pense que c'est deux grosses compétences. Et nous, ce qu'on voit, c'est que chez nos clients, il y a beaucoup de questionnements sur qui fait ça en fait. Est-ce que c'est en externe? Est-ce qu'on va chercher de la presta de gens qui font ça? Est-ce qu'on forme en interne? Si oui, c'est quel scope? Est-ce qu'on forme tous les collaborateurs? Est-ce qu'on fait une task force de gens qui vont faire que ça, mais auquel cas, dans 2 ans, en fait, ils sont plus juristes puisqu'ils vont faire un métier complètement différent. Donc, la réponse est sans doute un petit peu au milieu de tout ça. Mais il y a des initiatives qui se montent de plus en plus. Il y a des DU. Et puis, il y a toujours la certification, effectivement. Nous, on bosse aussi là sur viser du temps, mais sur un parcours de certification parce qu'il y a beaucoup de compétences hybrides à compiler et à théoriser. Au-delà des simples compétences, pures compétences en code, il y a aussi de l'hybridation à faire. On parlait tout à l'heure sur le côté systématisation, analyse, modélisation, et ça, c'est vraiment des compétences hybrides. Comme tu as dit très justement, l'idée, c'est pas de faire tous. L'idée, c'est pas que tous les juristes deviennent des ingénieurs. Avant tout, vous êtes des juristes, c'est-à-dire que malgré tout, des compétences premières qui est attendues, c'est être capable de comprendre les textes, être capable de travailler sur l'analyse, être capable de restituer au client, ça reste la compétence principale. Mais en tout cas pour la totalité, il faut au moins avoir un vernis et une culture, c'est-à-dire savoir ce qui se passe sur le marché, se renseigner, un petit peu benchmarker, et ne pas être choqué lorsqu'on vous demande d'utiliser de la tech. C'est-à-dire, parce que souvent, la legal tech, en fait, il y a 2 entrées. Il y a la partie utilisateur et la partie programmeur. L'utilisateur, globalement, en direction juridique, en cabinet, vous allez tous plus ou moins y être confrontés. Et moi, le nombre de fois où j'ai vu des juristes dans des directions juridiques qui disent « Ah non, moi, informatique, je ne touche pas ». Ça, demain, ça c'est mort. Voilà. Donc, il faut avoir au moins une culture et ne pas se sentir effrayé par le sujet. Après, pour le niveau un petit peu au-dessus, oui, évidemment, il y a des parcours de formation, là, pour le coup, à voir un peu plus spécifiquement. Aujourd'hui, il y a un poste en direction juridique qui arrive, qui est très commun, qui est le poste de Legal Operations Officer, qui est un juriste en charge de la tech, du business, etc. Ça, aujourd'hui, c'est ce que tu as finalement, cette task force juridique, aujourd'hui, ça se fait souvent dans les directions juridiques par le poste de Legal Ops. Il y a un peu l'équivalent qui arrive, qui est très présent en Angleterre, aux US, dans le pays d'avocats, qui arrive progressivement en France. Ça, aujourd'hui, ça se matérialise. Donc là, ça implique, oui, déjà d'une part, de se former un petit peu au niveau théorique sur ces sujets, parce que de rien, la modélisation, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas forcément. L'analyse d'outils, ce n'est pas non plus hyper évident de base. Mais je pense que ce qui compte surtout, c'est indépendamment de toute la formation qu'on peut vous dire, indépendamment de tout ce qui peut vous être expliqué en amphi, s'il y a un truc à retenir, c'est s'intéresser à son parcours client. C'est vraiment ça, indépendamment de toutes les solutions technologiques. Parce que la tech, pour la tech, ça ne sert à rien. La tech, ça sert, c'est un truc qui arrive en bout de chaîne dans un parcours. C'est-à-dire que voilà, et c'est à vous d'aller vous renseigner en direction juridique sur vos clients internes, sur aussi les clients de la boîte, sur les différents contentieux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette situation-là ne marche pas forcément? En tant qu'avis d'avocat, il faut vous intéresser, vous, comment réussir à fidéliser vos clients, à les capter. Et donc, c'est s'intéresser à l'expérience qu'ils vivent et décortiquer
le process. Et au bout de la chaîne, parfois, vous vous dites, OK, très bien, là, il faut intégrer de la tech. Parfois, pas forcément, ça peut juste être du legal design, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un vrai sujet. Et voilà, s'intéresser à son parcours client, s'intéresser à ces chiffres, en fait, c'est la base. Et là, vous verrez que la tech, ça va arriver tout seul, c'est-à-dire que le besoin des coûts. Il ne faut surtout pas arriver en mode je vais mettre de la tech. Ça, en vrai, c'est le meilleur moyen pour faire un projet se plante derrière. Ouais, je suis 100% d'accord avec les discours sur la culturation, c'est la première chose importante. Et le deuxième, c'est sur les fonctions qu'on souhaite exercer à terme. Si on souhaite créer une legal tech, si on souhaite travailler dans une legal tech, dans les fonctions qui étaient décrites tout à l'heure, on souhaite travailler dans une entreprise dans des fonctions qui sont des fonctions de legal ops, là, évidemment, il va y avoir besoin de compétences particulières, il va falloir être capable de coder ou en tout cas de comprendre tout cet environnement-là. Si l'objectif à terme est d'être avocat, comme le disait Arthur, la première compétence qui va être requise d'un avocat, ça va être la compétence juridique. Donc, il ne faut pas non plus commencer à se faire peur en disant que pour devenir avocat, il faut avoir un M2 de droit, avoir une école de commerce, avant rajouter un LLM à l'étranger, et en plus, il faudrait savoir coder. Si déjà il y a un vernis, une envie d'utiliser ces outils-là, et derrière, comme tu expliquais tout à l'heure, en fait, les interfaces que vous allez être amené en tant qu'utilisateur à utiliser sont globalement simples. Utiliser Doctrine, utiliser Predictis, pour un avocat, pour un juriste, c'est extrêmement simple. On va faire une petite formation, on va montrer comment fonctionnent les fonctionnalités. Derrière, vous savez vous en servir. Utiliser Legal Pilot pour générer des modèles. À partir du moment où on vous a montré comment le faire, vous allez réussir à le faire. Donc, il ne faut pas voir les outils tech comme des outils qui, pour les utilisateurs, vont être des outils qui vont leur nécessiter des compétences en plus. S'ils souhaitent aller comprendre l'intérieur du moteur, oui, mais en tant qu'utilisateur, c'est des outils qui sont là pour faciliter, la majeure partie du temps, leur quotidien et qui ne vont pas leur réclamer les compétences complémentaires. Je pense qu'il y a effectivement cette différence qui est importante, utilisateur, et puis après, le côté plutôt concepteur, où là, effectivement, on peut avoir besoin d'internaliser des ingénieurs juridiques, comme vous dites, mais c'est vrai que du côté utilisateur, c'est quand même complètement différent. Et sur la culture, en fait, moi, je pense que je suis le plus vieux. Moi, j'ai connu quand même, je repense à certains stages, je voyais des associés dans des grands cabinets d'avocats. Je me rappelle quand même d'un associé qui dit mon assistante vient de partir, j'arrive pas à taper un mail, est-ce que vous pouvez m'aider à taper un mail? Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, là, on s'adresse quand même à une génération de digital natives. Je ne suis pas trop inquiet sur le côté technophilie. Et voilà, ça, c'est des choses qui vont se faire, je pense, assez naturellement pour le côté, pour l'utilisation de ces technologies. Certes, il ne faut pas avoir l'aversion, il ne faut pas avoir ça, mais je pense que les choses ont bien évolué en quelques décennies. Voilà. Après, effectivement, quand on se dit je veux développer mon propre outil, et parfois, effectivement, ton commentaire, c'est très intéressant. Je me dis, mais en fait, est-ce qu'il faut aussi être dépendant? Parce qu'après, il y a aussi des modèles. On a pu voir sur les grands éditeurs juridiques aussi des espèces de monopoles qui se créent. Finalement, tout le monde devait payer sa licence, les prix des licences augmentent, etc. Est-ce qu'on doit être dépendant de ça alors qu'on pourrait développer son propre outil? Et là, on bascule sur complètement autre chose. Et effectivement, il faut des compétences, et il faut des ingénieurs, mais ou tout simplement externaliser et aller s'adresser à ceux qui font ça très bien et dont c'est le métier. Je pense qu'il ne faut pas être technophobe, mais en même temps, quand on est avocat, voilà, demain, je vais pas me mettre à super bien coder parce que j'aurais fait un peu de e-learning, que j'ai regardé la Code Academy, ça me paraît sympa, voilà. Donc, il y a aussi chacun son métier. Et imaginez le juriste augmenté qui sera en même temps un informaticien, le data scientist qui sera un legal designer, etc. Enfin, j'y crois moins. C'est comme une recette de cuisine, je veux dire, vous pouvez faire votre offre en tant qu'avocat, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que, admettons que demain, je crée un cabinet en droit social, j'ai ce que je vends, j'ai le conseil, etc., avec mes tarifs classiques au forfait. Et à côté de ça, peut-être que moi, j'ai envie de faire de l'acquisition particulière dans cette activité, par exemple la restauration, par exemple le bâtiment, par exemple le transport. Et dans ces cas-là, peut-être que je peux mettre un produit d'appel sur mon site
des contrats qui vont s'auto-générer et qu'on peut acheter en self-service. Donc parfois, c'est aussi mélanger un peu les deux. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas tout tech, c'est pas tout à la main. C'est en fonction de ce que vous vendez. Réfléchir, ok, très bien, là, peut-être que ça vaut le coup d'en mettre un peu et de me former sur 2-3 rudiments de base. Voilà. D'accord. Et donc, si on avait une dernière question, le dernier thème, ce serait pour le financement de la Legal Tech. C'est-à-dire, il y en a qui lèvent des fonds. Justement, c'était la question de savoir quel mode de financement il y a pour les Legal Tech et comment ça va influencer leur développement. Et des fois, quelle opportunité d'emploi se donne. Parce que ça peut intéresser les étudiants en école de commerce. Participer à ça. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de Legal Tech. Enfin, ça revient un peu sur la présentation qu'on fait du marché. En fait, dans Legal Tech, on met aussi maintenant les anciens éditeurs classiques, qui n'étaient pas des Legal Tech il y a 20 ans, mais qui se brandent comme des Legal Tech maintenant. Donc, bon, si on se concentre sur la partie start-up des Legal Tech, qui est quand même probablement majoritaire, c'est des modes de financement assez classiques de start-up, c'est-à-dire généralement, c'est les fondateurs qui amènent de l'equity au départ, et puis qui vont chercher de la love money autour d'eux, et ensuite qui font des tours idéalement avec des preuves de concept, avec la preuve de l'attraction. Et justement, là, on a beaucoup vu, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être un peu suivi les chiffres, notamment il y a Colter Slewers et Madinette qui font une étude très axée levée de fonds. D'ailleurs, ils sont en train de changer un petit peu parce que les critères évoluent. Mais sur les premières années, on a bien vu la progression assez forte. Alors, à la fois forte et en même temps quand on met ça à côté de la fintech en termes de volume. Mais je pense que ça traduisait cette phase-là de la création des boîtes et puis vraiment la première phase de go-to-market. Je vais chercher du premier client et puis je vais essayer de prouver à mes investisseurs potentiels que c'est intéressant. Donc, en ce sens, je ne pense pas que ce soit un mode de financement exotique, hein, c'est un mode de financement de start-up classique. Puis peut-être la difficulté qu'on a, c'est effectivement de scaler, de rapidement démontrer de l'attraction et démontrer la répétabilité des ventes. Ça, c'est un vrai enjeu parce que notre marché il est quand même complexe. Ouais. Complètement sur le mode de financement, je renvoie pareil au très bon panorama qui est fait par Colter Slewers sur la question avec les différentes levées des acteurs B2C, B2B, enfin, c'est vraiment super bien fait. Ce qu'on va ressortir de ce panorama, c'est que c'est un environnement qui est frémissant, si je peux dire. Voilà, les Legal Tech en France, on va la faire remonter à, si on parle que des startups, peut-être 2016, donc c'est encore quelque chose de très récent. Donc certains ont fait des très belles levées, il y a des investisseurs qui commencent à se poser la question. Après, il faut trouver son marché. Il y a une étude qui a été publiée par France Digital disant qu'en 2022, la Legal Tech allait représenter 100 millions d'euros. Donc c'est un premier aboutissement et qui monte, pas en termes de levée de fonds, hein, en termes de chiffre d'affaires, pardon. Donc c'est des chiffres qui commencent à parler et qui commencent de fait à intéresser les investisseurs. Après, sur les modes de financement, comme on indiquait, hein, au départ, les fondateurs vont mettre un petit peu. Je ne sais pas s'il y a eu un peu de business angel au début, et derrière, c'est des fonds, des corporates, ça, il y a tout type d'investisseurs. Mais ce qui peut être plus intéressant, c'est en termes d'opportunités derrière, parce que du coup, ça va créer un secteur qui n'est pas exclusivement réservé aux juristes. Donc, à l'intérieur de ces entreprises-là, on va retrouver, comme dans des fintech, on va retrouver des gens qui vont faire du marketing, du sales, qui ont des formations, on en parlait tout à l'heure, qui ont des formations juridiques ou non. Il y a des reconversions qui sont possibles aussi. On en est, je pense, les exemples. Et il va y avoir des métiers, des métiers de sales, des métiers de account manager, etc., etc. Donc, ça peut créer des opportunités pour des gens qui auraient un intérêt. Et nous, ce qu'on commence à voir avec les devs qu'on recrute, c'est que sur la génération actuelle, des personnes qui n'auraient pas forcément des formations ou une appétence pour le juridique, on a beaucoup plus dans les recrutements des candidats qui recherchent pour une quête de sens. Et du coup, les Legal Tech peuvent être un apport en quête de sens en disant je vais travailler pour une entreprise qui va aider des cabinets d'avocats qui, in fine, vont aider des justiciables, et donc il y a potentiellement un sens, plus que dans d'autres entreprises. Donc, en termes de recrutement, je pense que c'est un secteur qui pourra intéresser dans des fonctions qui ne sont pas du tout juridiques, des profils qui sont divers et variés et qui pourraient intéresser des gens qui seraient des diplômés de l'EM avec absolument aucune formation juridique
mais juste une appétence pour un secteur qui peut être intéressant et qui surtout va évoluer vite dans les années à venir et va aussi s'internationaliser, je pense. Aujourd'hui, je pense que d'ici quelques années, on aura quelques champions européens de la Legal Tech qui seront issus de Legal Tech française. Et on est en train de les construire aujourd'hui. Donc, je pense que pour des diplômés d'école, ça peut être un bon pari. La Legal Tech française, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le deuxième marché mondial de la Legal Tech. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez. Enfin, je pense qu'il faut en être fier. C'est-à-dire que tu as les Américains, Anglais, ensemble qui ont 10 ans d'avance. Et ensuite, tu as les Français, avec près de 270 Legal Tech, ce qui est assez énorme en fait par rapport à ce qui se fait ailleurs. Au niveau européen, on est vraiment un champion avec des produits qui sont de très très bonne qualité. Après, il ne faut pas croire que la levée de fonds est facile dans le secteur de la Legal Tech. Voilà, je pense que vous avez eu l'occasion de constater, d'en parler, parce que déjà, beaucoup d'investisseurs ne connaissent même pas le mot Legal Tech. Il n'y a que certains fonds qui acceptent de mettre de l'argent dedans. Et pour beaucoup, ça équivaut à un micro-marché. Et beaucoup d'investisseurs ont du mal à se projeter parce que tu as la déontologie, tu as le périmètre du droit, parce que tu as le copinage, parce que tu as les ordres, etc. C'est assez compliqué de réussir à financer son projet. Globalement, souvent, c'est beaucoup de love money vraiment pour commencer. Ça, c'est important de pouvoir tenir par rapport à ça. On avait tenté, avec le barreau de Paris, de créer un club des avocats Business Angels. On avait organisé une soirée à la Maison du Barreau en février dernier. Ça avait ramené un peu de monde, mais c'était encore compliqué. Et voilà, il y a des possibilités. Notre édite a réussi, vous avez aussi réussi. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas croire que c'est facile. Et je vois beaucoup de projets, notamment des legal tech qui sont créés par des avocats qui galèrent énormément à se financer. Il y a Colo Lawyer là, qui a fait une campagne de crowdfunding. Ils sont réunis, je sais pas, je crois que c'est ils ont réuni. Ouais, j'ai eu des centaines de milliers d'euros, un truc comme ça. Ce qui est amusant, parce que c'est un crowdfunding dirigé vers les confrères. C'est ça, c'est dirigé vers les confrères. Voilà. Enfin, en tout cas, le discours des ordres, ça a été pour un temps de dire OK, les legal tech, mais que par des avocats. Parce qu'il faut savoir, voilà, si vous vous lancez là-dedans, il y aura aussi des questions politiques qui vont se poser, de relations avec les institutions qui ne sont pas forcément toujours les plus faciles. Parce que pendant très longtemps, les legal tech étaient perçus comme étant le mal par le Conseil social des barreaux, par aussi l'association des bâtonniers de province, par certains barreaux aussi locaux. Ce n'est pas forcément évident. Mais pareil, voilà, comme je disais, niveau d'opportunité, il y a beaucoup. Dans les startups, les postes sont assez riches. Bouger, commencer en sales, en marketing, ensuite bouger en partenariat. Les postes, les doubles profils juridiques et business, c'est les profils les plus appréciés aujourd'hui dans la legal tech. C'est-à-dire que dans toutes les offres d'emploi, même chez Predictis, on le voit, ils marquent dans ce que vous recherchez, juriste de formation avec une compétence business. Donc, honnêtement, le profil EM Lyon, c'est un profil qui se prête. Moi, dans la promo de l'EM, quand j'y étais, franchement, qu'on a une dizaine à être partis dans la legal tech. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je rajouterais peut-être l'aspect international dans le côté levée de fonds. Parce que forcément, un VC, il va avoir une legal tech franco-française. Il va se dire est-ce que je vais faire un 10X dessus? C'est pas sûr. Donc, voilà. Il y a en plus un marché qui est quand même pas tout jeune non plus. Donc, c'est pas comme si ça venait de commencer. Donc, je pense que si on veut créer une start-up aujourd'hui dans le domaine de la legal tech, il y a l'aspect international by design, déjà à la base à bien prendre en compte. Il y a aussi prendre en compte toutes les tendances actuelles, avec la RSE par exemple, quand on parlait de quête de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y a le droit dur, et il y a aussi la soft law. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les aspects réputationnels, sur les aspects, c'est de la régulation, mais ce n'est pas forcément du droit dur. Donc, je pense que des startups qui rentreraient dans des tendances lourdes, plus sur un aspect international by design et avec en plus un aspect tech et juridico-économique dès le début dans les associés, ça pourrait très bien marcher. Après, il y a l'entrepreneuriat et il y a aussi l'intrapreneuriat. Donc, si vous ne sentez pas encore disons, les épaules pour lever des fonds, partir de zéro, etc., ou simplement vous n'avez pas les fonds, le love money dès le début, je pense que l'intrapreneuriat, ça peut être une bonne manière aussi, parce que des fois, des entreprises sont prêtes à vous prendre, des fois, soit en tant
en tant qu'employé et vous confiez un projet spécifique. Mais des fois, en tant que consultant externe, c'est possible aussi de co-construire des projets avec des grandes entreprises. Et puis, finalement, on n'a pas levé des fonds, mais en même temps, on est en train de construire un grand projet pour une entreprise qui potentiellement peut être scalable pour cette entreprise-là avec tous ses clients dans le monde entier. Donc, je pense que l'aspect levée de fonds, il faut bien prendre en compte quand même l'aspect rentabilité n'est pas x2. Je pense que si une legal tech doit lever des fonds, ça veut dire qu'elle a une opportunité à minima de x10 et donc que le marché est très grand, que ça répond à des grandes tendances et d'autant plus là avec après post-Covid, je pense que l'aspect digitalisation, l'aspect et aussi RSE, je pense que là ça devient de plus en plus important. L'aspect aussi supply chain en ce moment. C'est pas directement du droit, parce que des fois on pense legal tech, voilà, c'est les contrats, les avocats, etc. Mais il y a toute la supply chain des grandes entreprises qui dépend de tout un tas de mécanismes juridiques, tous les mécanismes financiers. Donc, en fait, il y a des opportunités dans la legal tech qui sont à la fois ce dont tu parlais, la reg tech, tout ce qui permet de se mettre en compliance, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'être un avocat pour faire une legal tech non plus. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'ambition et surtout penser international et scalabilité. Je rebondis sur l'international. Est-ce que maintenant on a une organisation des legal tech un peu plus importante et solide du coup qu'au début? Est-ce qu'on a, il y a France Digital, maintenant on commence à y avoir des institutions, que ça peut être un peu plus facile maintenant, par exemple, à l'évolution de l'ordre des avocats, tout ça, organiser le développement des legal tech. International, c'est un point compliqué quand même, parce que, alors, à la fois, je trouve que c'est intéressant en France parce que je pense qu'on bénéficie d'une barrière à l'entrée forte, et c'est pour ça que les anglo-saxons ne sont pas encore là. Ils ont essayé. Ils ont essayé, mais la réalité, c'est qu'ils ont une pénétration de marché très très faible qui est concentrée dans les grands groupes, et qui même là est limitée. Il y a un champ très fort en commun. Et par contre, alors, le côté régulation, moi je pense qu'on est déjà un petit peu, c'est plus vraiment une problématique, quoi. Il y a la question du périmètre en France, mais même du côté des ordres, on est un peu, voilà, on commence à intégrer la legal tech dans l'ADN des avocats. On va dans le bon sens avec ça, les décrets Macron, l'exercice Connex et tout. Je pense que le gros des sujets compliqués est derrière nous. Après, sur l'internationalisation, il y a une tendance que je trouve intéressante, c'est le procurement. En gros, c'est comment les boîtes vont chercher de la légalité. Et une tendance que je trouve intéressante aux États-Unis, c'est des plateformes qui se montent pour faire des sortes de marketplace de légalité. Je pense notamment à Ring & Court qui fait ça, et en fait qui est un conglomérat de cabinets d'avocats à la base, qui ont mis en commun des ressources pour dire en gros la tech, il faut que ce soit plug and play. Il faut que j'aille sur ma plateforme, que je puisse trouver une solution d'automatisation, une solution d'analyse statistique, brancher ça sur mes données clients, tester pendant un mois, débrancher et repartir. Donc ça, pour l'internationalisation, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une vraie nécessité aussi de construire des standards, notamment techniques, notamment cybersécurité. Quand tu vas vendre, c'est pas aussi simple que de dire on a une API, machin. Enfin, derrière, il y a des standards qui sont différents par zone, par taille de client. Donc, il y a un besoin de consolidation, mais j'ai l'impression qu'il est en train de s'amorcer. Oui, après, ça dépendra. Comme vous voulez. Non, je n'avais pas posé des questions. Je dépendais juste sur l'internationalisation, ça dépendra de chaque type de produit en fonction de ce qu'on fait. Si on a la possibilité de facilement de le transposer dans un autre pays, nous, on a un moteur de recherche sur la jurisprudence française, donc dès qu'on va vouloir aller à l'étranger, il va y avoir la problématique de l'accès à la data, et la deuxième, ça va être la langue. On a développé des outils de traitement automatique du langage naturel qui fonctionnent en français. Les dupliquer, ce serait refaire une version du prédictis dans un langage qui serait évidemment lourd. Okay. Merci beaucoup. Et on a eu quelques questions. Alors, c'est marrant qu'il pose cette question-là parce que la semaine prochaine, il y a eu quand même une révolution majeure dans le droit qui est l'open data des décisions de justice. C'est-à-dire que concrètement, depuis la Révolution
française, 89. Il y a eu un principe qui a été la publicité des décisions de justice. Principe qui finalement n'a pas été réellement mis en application parce que un État qui a beaucoup de mal à centraliser les différentes décisions, etc. La doctrine, ça rentre dedans. En fait, pourquoi il y avait des boîtes comme Doctrine, comme Predictis, comme Dalloz, comme à l'époque avec le Minitel 3615 Joël, qui était l'accès privilégié de la jurisprudence et la loi dans les années 80, parce que tout simplement, il y avait une carence de l'État. Et aujourd'hui, les boîtes privées qui ont permis de structurer des fonds documentaires qui veulent donner accès à la jurisprudence ont répondu à un besoin des justiciables d'accéder au droit, un besoin des professionnels d'avoir des outils d'analytics, gagner du temps, d'aller plus vite, de sécuriser de la recherche. Et aujourd'hui, l'État en fait a toujours été un petit peu en retard par rapport à ça. C'est-à-dire que Légifrance, c'est 2002, et encore aujourd'hui maintenant, il n'y a pas forcément il n'y a pas une base. Enfin, je crois que c'est Predictis, c'est quoi? C'est x10 par rapport à Légifrance. C'est x15. Il y a une volonté aussi de leur part de ne pas tout mettre. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est parce que l'État en fait n'était pas capable d'offrir les décisions de la construction des décisions de justice aux justiciables. Et avec l'open data, il n'y aura plus de décisions qui seront disponibles. Voilà. Et après, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux en faire une décision si tu n'es pas juriste? Donc, en soi, même si le justiciable a accès à tout, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas simplement l'accès de décision, c'est savoir la trier, l'analyser, la confronter. Et c'est pour ça que Doctrine marche bien, c'est pour ça que Predictis marche bien, parce que c'est une machine qui permet de prendre toute la data, la mouliner, et ensuite sortir des tendances, ou du moins ce qui est important, pour permettre aux professionnels ensuite de l'analyser. C'est comme un médecin quoi, avec la télémédecine. C'est-à-dire qu'il a plein de données et derrière, il faut être capable de la traiter de la meilleure manière. Oui, c'est exactement ça. Mais du coup, en termes d'accès au droit pour le justiciable, l'exemple qui était donné, c'était celui de Doctrine. On fait la même chose chez Predictis, on est sur le même secteur. On va cibler les professionnels du droit. Donc, on va pas, en fait, par ricochet, il va y avoir un meilleur service pour les justiciables parce que l'avocat peut gagner un petit peu de temps par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et il ne va pas y avoir en tant que tel une un accroissement de l'accès au droit parce que ces outils ne sont pas censés être utilisés directement par le justiciable. Il peut y avoir, on peut ouvrir des accès de manière, ils peuvent peut-être le faire, nous on ne fait pas d'ouvrir des accès à des non-professionnels. Et dans tous les cas, je pense qu'aucun de nous, si un ami à nous venait nous voir avec une problématique juridique, on lui dirait qu'il n'est pas juriste, va voir sur Predictis, va voir sur Doctrine. La première réponse que j'allais dire, serait d'avoir un avocat. Donc, en termes de diffusion, des outils comme Predictis, comme Doctrine, comme d'autres de bases de données documentaires, l'accès au droit, il va se diffuser certes, mais d'abord par le biais des professionnels. Ok, merci. Je me mets devant le micro pour que tout le monde sur Zoom entende. C'est une deuxième question. Voilà, l'image du juriste de demain est-elle vraiment celle d'un juriste qui est, en plus de maîtriser le juridique, maîtrise l'IB et Excel? L'essentiel n'est-il pas avant tout de comprendre les enjeux autour de ces technologies présentes dans les legal tech et de comprendre leurs causes et leurs conséquences une fois en application, plutôt que de voir en premier lieu ce qui se cache sous le capot de l'algorithme? C'est une question globale sur Alors, effectivement, je suis un peu biaisé aussi par rapport aux missions sur lesquelles je travaille, bien sûr. Bien entendu, et comme ça a été dit, j'ai insisté sur la partie compétences technologiques, mais quand même, avant tout, on va analyser les données avec le prisme du droit. Donc, bien sûr, il y a toute la partie savoir interagir avec les outils qui existent sur le marché, avec les outils qu'on peut acquérir soi-même, les compétences qu'on peut acquérir soi-même. Mais c'est sûr, pour répondre à cette question, que, bien entendu, le plus important, ça reste toujours de comprendre les enjeux, de comprendre comment ça s'articule avec le droit et comment on va faire pour interagir, pour mêler finalement la connaissance du droit avec les outils d'analyse de données. Donc, bien entendu, et c'est ce que disait Arthur tout à l'heure, ce n'est pas la tech pour la tech. C'est utiliser ces outils qui sont à notre disposition maintenant pour
pouvoir mieux conseiller le client et pour pouvoir apporter plus de valeur. Donc, bien entendu, c'est très important, mais ce n'est pas apprendre à utiliser un outil pour apprendre à utiliser un outil. C'est pour apporter de la valeur dans l'entreprise ou dans un cabinet. De Romain Guelfort qui dit bonjour, et aussi dans l'état actuel des Legal Tech. Aujourd'hui, et compte tenu de l'évolution du secteur, quelles seraient, selon vous, les compétences idéales en informatique? Il parle de SSI, en IA, en BI, et qu'un développeur pourrait présenter pour avoir les meilleures opportunités dans ce secteur. Et est-ce que la répartition de ces compétences est-elle équilibrée, ou est-ce qu'il y a certaines compétences en informatique qu'il faut privilégier par rapport à alors, il y aura peut-être aussi d'autres questions ici, je ne sais pas. En tout cas, pour ça, après, je laisserai aussi répondre à mes camarades. Je pense qu'il y a des outils qui sont utilisés par tout le monde et qu'il faut savoir utiliser, quelle que soit l'entreprise ou le cabinet que vous allez intégrer. Bien entendu, tous les outils Excel, etc. Et puis, je pense que les outils de BI, c'est très intéressant. Maintenant, ça va bien entendu dépendre du secteur dans lequel vous allez aller. Si vous allez chez Predictis, si vous allez chez d'autres entreprises, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils, vous n'allez pas utiliser les mêmes compétences, même juridiques, déjà, les mêmes compétences juridiques, ni les mêmes compétences informatiques. Maintenant, je pense que si un candidat se présente chez Predictis avec des compétences juridiques, business et tech, il a toutes ses chances. Et quand je dis tech, bien entendu, ça peut être varié, c'est-à-dire il y a des compétences de base, mais il y a aussi tout ce qui vient dessus. Ce qui peut être très utile, c'est le code en Python, que j'entends souvent, et tout ce qui est sur les statistiques avec du R, du SQL, et puis l'année de données. Et puis, il y a tout, maintenant, ce que je vois en tendance, alors peut-être que maintenant, il n'y a pas d'emploi dédié dès maintenant, mais c'est toute la partie comment interagir avec les nouveaux acteurs de la blockchain, comment lire un smart contract. Alors là, ce n'est pas des compétences qui sont demandées maintenant, hein, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous démarquer par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes capable de lire un smart contract ou en tout cas le contrat qui est lié à ce smart contract? Est-ce que vous êtes capable de comprendre les enjeux juridiques liés au NFT, liés par exemple, sur des outils, on parlait de Legal Tech. Aujourd'hui, on peut même faire une Legal Tech dans le métaverse avec, en full virtuel. Parce que, par exemple, en finance, alors c'est pas le métaverse, mais en finance décentralisée, vous avez tout un tas d'acteurs qui ont besoin de personnes qui connaissent à la fois la blockchain et le droit et bien sûr les compétences traditionnelles. Mais pour rejoindre ce qui avait déjà été dit, avant tout, quand même, on va chercher un expert juridique, on va chercher un expert fiscal qui va être capable d'interagir avec des développeurs, pas forcément être un développeur lui-même, interagir avec des développeurs et savoir utiliser des solutions informatiques diverses. Merci. On a enfin, avant de poser une question peut-être au public, Sarah, qui a suivi le contentieux relatif à l'ouverture des données juridiques. Et à ce jour, les Legal Tech, contrairement aux éditeurs, auraient accès qu'à 1% de la jurisprudence. Et savez-vous quelle sera l'issue de ce litige? En fait, c'est un litige. C'est pas vraiment un litige parce que, comme expliqué Arthur tout à l'heure, le principe de l'open data et des décisions de justice n'a jamais, en tant que tel, été remis en question. Donc, c'est un principe qui prévoit que toutes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français, donc elles doivent être accessibles par tout le monde. La seule difficulté, c'est que la loi qui prévoyait l'open data a été promulguée en 2016 et depuis, aucun calendrier n'avait été fixé ou autre. Donc, en fait, il y a simplement une association qui a saisi le Conseil d'État pour que cette open data soit mise en œuvre. Et ça arrive. Donc, il y a un calendrier qui a été fixé, disons, mais qui nous amène à horizon. Là, il y a la première ouverture avec les décisions de convocation et cours d'appel qui arrivent. Et au niveau des tribunaux judiciaires, donc en première instance, ça va arriver à horizon 2025. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, et ça va jusqu'à 2025, ça va certainement être encore le cas. On essaie de trouver des parades, donc d'aller chercher des décisions par nos propres moyens, en les demandant au greffe, en demandant à nos clients de nous donner leur décision, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que les éditeurs, les Legal Tech, ont accès à 1% des décisions de justice de première instance. C'est la vérité. Et en 2025, on va vivre dans un monde complètement différent parce qu'il y a 4 millions de décisions de première instance qui sont rendues en France chaque année. Pour l'instant, on en a 1 million.
sur les 50 dernières, on en a 1% sur les 50 dernières années. Donc, on va vivre dans un monde un petit peu différent. Et donc, le contentieux a simplement poussé la chancellerie à prendre un calendrier et maintenant à le tenir. Donc, est-ce qu'il sera tenu en réalité, on verra. Mais en tout cas, ça commence à s'ouvrir progressivement. Et puis ça va prendre du temps. C'est-à-dire que le calendrier, là, par exemple, là, il y a donc, le 1er octobre, Cour de cassation, Conseil d'État. La Cour de cassation, elle joue le jeu, ils ont fait un truc avec GitHub, machin, etc. Le Conseil d'État, ils vont balancer toutes les semaines un fichier zip avec la décision, un PDF. Donc on est voilà, tranquille. Il faut quand même bien comprendre, au-delà de ces chiffres aussi, que c'est vraiment à double tranchant cette ouverture, au sens où la façon dont notre droit est construit, ceux qui ont un parcours juridique, on le sait, c'est que en fait, la Cour de casse, elle est là aussi, le Conseil d'État, ils sont là pour centraliser, harmoniser la jurisprudence. Alors, on n'est pas dans un système de common law, mais n'empêche qu'il y a cette tentative d'harmonisation et aussi, quand on a pratiqué le droit un peu en juridiction, il y a clairement une différence qualitative dans les donc, la question de la valeur, au-delà du seul volume et de la valeur des décisions de première instance, elle est quand même relative. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver dedans, mais tous les professionnels vont vous dire qu'on risque de trouver des choses qui n'ont pas trop de sens. Donc, qu'est-ce qu'on en fera après? Ça, on est tous bien conscients. On a un enjeu algorithmique qui est évident, c'est que pour faire de la statistique sur du réel, il faut être capable d'analyser tout le réel. Pour l'instant, on analyse une portion, donc au niveau d'appel, parce que aussi ça a plus de sens de faire de l'analyse sur des missions d'appel. Mais on va se trouver en tout cas dans un monde dans lequel on aura accès à l'information. Derrière, les professionnels du droit décideront de la traiter comme ils la souhaitent, verront la valeur qu'elle a ou qu'elle parfois elle n'a pas, mais au moins on aura accès à cette information. Question, je sais que c'est en fait ce qu'on voit le plus arriver, c'est des profils plutôt IP-IT. C'est des gens qui généralement s'intéressent à la tech parce qu'ils sont dans une matière où ils ne peuvent pas l'ignorer. IP-IT, données perso, il faut comprendre la tech pour faire son métier. Donc, c'est des gens qui, plus naturellement, viennent naviguer vers les legal tech. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de limitation. Oui, il n'y a pas de limitation en soi. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ton objectif, c'est de monter une legal tech dans une branche du droit particulière? Donc là, évidemment, si tu es expert de cette matière, tu vas mieux comprendre le besoin et tu vas réussir. Si ton objectif, c'est être business développeur dans une legal tech, il va pas y avoir énormément d'incidence. Et c'est vrai que les profils qu'on voit le plus vont être propriété intellectuelle et IT, tout simplement parce que c'est des gens qui sont intéressés par ça. C'est pas qu'ils ont des compétences. Il y a des compétences en soi. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube. Avec ce qui est data, ce qui est RGPD, ce qui s'intéresse. J'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube auprès de mes abonnés les plus jeunes. Et plus de la moitié était dans ma portion de moins de 25 ans, plus de la moitié était en IP-IT. Donc ça prouve que c'est vraiment eux le sujet. Les gens qui postulent. Après, évidemment, tout ce qui est des JCE après derrière, c'est des formations qui sont bien parce que c'est transversal dans le domaine du droit des affaires. Voilà, c'est sûr que dans tout ce qui est droit de l'entreprise, ça se prête un peu plus à la legal tech. Après, en droit de la famille, regardez, il y a Romain Homer qui a automatisé le divorce pour contrat mutuel et qui s'est fait des millions d'euros. Il y en a il y a plein d'exemples individuels dans des secteurs un peu judiciaires qu'on ne pensait pas. Voilà. Donc, il ne faut pas se fermer. Je pense surtout qu'il ne faut pas prendre la problématique dans ce sens-là. Il ne faut pas te dire, moi j'ai étudié le droit parce qu'à terme, je me dis un jour, j'aurai envie de travailler en legal tech, donc je vais faire de la propriété intellectuelle. Fais de la propriété intellectuelle si tu as envie d'exercer en tant que juriste en propriété intellectuelle. Et derrière, si tu verras bien, et si tu vas avoir une legal tech, tu auras une formation juridique, etc. Mais si ce qui t'intéressait, c'était de faire du corporate, le jour où tu iras voir la legal tech, elle sera tout autant intéressée par ton profil parce que tu auras une formation de droit, même non plus que parce que tu as fait du corporate ou de l'IT. Il y a beaucoup de legal tech qui après adressent cette matière. Parce qu'en réalité, je pense que les juristes IT sont intéressés par les technos, donc résultat plus porté legal tech, mais finalement les legal tech derrière, si on regarde, il
il y a la blockchain pour enregistrer les droits de propriété intellectuelle, donner une date certaine à une œuvre. Il y a l'ITMAR, je crois, sur tout ce qui est traitement des contentieux dans le domaine des marques. Mais finalement, si on prend par exemple le nombre de décisions qui sont rendues en matière de marque versus le nombre de décisions qui sont rendues, je ne sais pas, sur les ruptures de relations commerciales établies, si on compare les bases, à mon avis, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Il n'y a pas tellement dans le domaine IP, qui est IP IT, c'est mon domaine précisément. Si je prends par exemple, moi, je me dis, bon, allez, la contrefaçon de logiciel, c'est de sortir des décisions. Je vais avoir finalement peut-être un échantillon de décisions qui sera pas assez important pour pouvoir tirer réellement des enseignements statistiques. Si je compare à d'autres, quand même le social, vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes de décisions. Donc finalement, ouais, peut-être qu'il y a une, je veux dire que les juristes en IP/IT ont tendance à se tourner naturellement vers les legal tech, parce que de toute façon, en fait, ils aiment les techs en général et qui sont juristes. Mais après, oui, est-ce que c'est vraiment le secteur est-ce que c'est pas la fiscalité, est-ce que c'est pas le droit d'entreprise, justement, ce qui va être fusion-acquisition, où il y aura le plus de besoins en technologie, peut-être pour traiter les documents quand il y a des grosses duties, etc. Je ne sais pas si c'est forcément le secteur à viser, de se dire, tiens, on va aller vendre une solution, à des avocats en IP/IT ou des services, des départements de propriété intellectuelle dans des entreprises. Je ne sais pas si c'est le secteur le plus porteur, si c'est très très représentatif. Et Jacques Postel qui trace le marché. Oui, voilà. En plus, il y a des Oui, après, en plus, c'est ça. C'est que, c'est-à-dire, en tant que. Si tu vises un marché qui est déjà disrupté, ça peut être plus compliqué même de rentrer à la fois dans la legal tech parce que c'est plus mature et en plus dans le secteur d'avocat parce qu'il y a plein de tâches qui ont été automatisées. Donc, parfois, utiliser un domaine qui n'est pas encore complètement disrupté, ça peut être une bonne opportunité soit de faire une legal tech dans le domaine, soit d'exercer en tant qu'avocat dans cette matière. Maintenant, je vais faire un peu la publicité de ma matière, mais une matière comme la fiscalité qui est très chiffrée, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et en plus, très souvent, je pense qu'au niveau international, ça peut être très, très difficile au niveau de certaines matières qui sont très jurisprudentielles d'obtenir toutes les décisions dans le monde entier, alors qu'au niveau fiscal, il y a quand même des règles qui sont beaucoup plus accessibles et chiffrées avec des pourcentages, avec des règles. Bien sûr, après, ça rentre forcément dans la complexité. Il y a aussi de la jurisprudence. Mais c'est très chiffré, c'est très mixé avec la finance, l'économie. Donc, je pense que sur cet aspect fiscal, il y a encore beaucoup d'opportunités. En tout cas, je vois beaucoup de besoins qui ne sont pas encore complètement servis. C'est important de se tenir au courant juste des tendances et des nouvelles législations. Il y a quelques années, c'était le RGPD. Ouais. Voilà, boum, plein de solutions dessus. Là, en ce moment, le sujet actuel, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver. Je sais qu'il y a déjà des solutions tech qui sont en préparation, qui vont sortir. C'est-à-dire que même si tu exerces dans un domaine, si tu veux une opportunité dans un autre domaine du droit que tu ne connais pas, tu te dis, tiens, il y aura une révolution, tu t'y mets. La force du juriste, c'est qu'il peut tout faire. C'est-à-dire que tu t'intéresses à un sujet, globalement, tu fonces dedans. Moi, là-bas, j'étais en social. La première plateforme que j'ai montée, c'était en droit pénal. Alors que j'étais une bille en pénal, je ne connaissais rien, mais je me suis intéressé à fond sur ce sujet précis du trait d'intérêt général et j'ai monté Tige 360, qui est la plateforme qui permet d'automatiser le travail, de faire matcher les personnes condamnées avec les postes de trait d'intérêt général. Voilà, j'étais une en pénal, je ne connaissais rien, mais je me suis intéressé au sujet, j'ai creusé. Donc, pensez, voilà, soyez à l'affût des nouvelles lois, dites-vous, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Ok, j'y vais. Bon. Oui, puis après, ça rejoint le point que tu évoquais tout à l'heure, aussi l'internationalisation, parce que finalement, si je vais viser, par exemple, le RGPD, je sais déjà que je fais avec l'extraterritorialité, en plus, ça ne va pas seulement avec l'Union européenne, c'est que finalement, on peut viser le monde assez facilement, alors que, bien sûr, si je suis sur une
problématique franco-française, une branche du droit, je ne sais pas, on évoquait le divorce. Voilà, c'est tout de suite plus compliqué d'être sur l'internationalisation. Je pense que oui, les matières aussi, en fonction des matières, il y a des matières qui sont plus ou moins internationales et d'autres qui sont quand même plus nationales. Puis, encore une fois, on reboucle la boucle, mais ça dépend ce qu'on entend par l'égalité, parce qu'il y a aussi plein d'avocats à leur petite échelle, sans que ce soit du tout condescendant, qui font de la légalité sur un projet autour du cabinet, juste en changeant l'offre. Et là, tu peux être sur un petit marché, ça peut être tout à fait rentable, tu augmentes drastiquement tes marges. Le marché est petit, mais tu es petit, tu es agile, et c'est une mégatech aussi, c'est différent, tu ne vas pas lever des fonds, mais c'est des tech, l'innovation. Non, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé en fait de l'évolution, de l'impact de la crise sanitaire finalement sur les legal tech. Est-ce que bon, bien sûr, tout ce qui est numérique, le nomadisme numérique, etc., les accès à distance, tout ça, le développement, tout ce qui est SaaS, toutes les solutions, elles ont été bien adoptées pendant la période, parce qu'il fallait. Est-ce qu'on le sent vraiment sur les legal tech? Ouais, nous, on a senti rapidement, un vrai besoin de digitalisation pour le coup, et au début, peut-être, c'était assez paradoxal parce que il y avait un besoin. On a eu des discussions qui ont été accélérées parce que les avocats avaient besoin de s'équiper d'un coup, mais en même temps, sur d'autres dossiers, la crise a frappé les avocats. Les juridictions étaient fermées. Donc, en fait, on a pris énormément, enfin, nous, c'est le schéma, on a pris énormément de contacts, on a été contactés par beaucoup. Il y en a qui sont équipés pendant la crise et d'autres qui nous ont dit, bon, je vous connais, mais là, actuellement, je frise toutes mes dépenses. Et en fait, les choses sont débloquées en 2020. Et donc, en fait, on va faire une année 2020 parce qu'on avait un pipe de prospects qui était énorme, où là, on va augmenter notre portefeuille client sur 2020 de 40%. Mais parce qu'on avait senti un besoin arriver, parce que la crise sanitaire, sur l'instant T, elle nous a fait un peu mal, ou en tout cas, elle a bloqué la croissance, mais elle a créé des opportunités énormes pour les mois à venir. Et donc là, on arrive un petit peu au bout de closing de tous ces prospects. Pareil. Durant le Covid, très compliqué, tout était gelé. Mais après, derrière, en août, ils se sont dit plus jamais ça. Ouais. Donc, du coup, ils ont commencé à s'équiper et nous, notre activité a explosé quelques mois après le Covid. Nous, pareil aussi, mais peut-être du fait de l'offre qui est un peu différente, qui est le sentiment d'urgence était peut-être plus fort. Donc, on en a pas mal qui se sont équipés pendant la crise. Et en fait, ça surtout, de notre point de vue, agit comme un accélérateur des ventes. En fait, nous, une des principales difficultés, c'est qu'on va dans les process un peu profonds des cabinets. Et du coup, il y a un côté dérangeant conceptuellement. On peut avoir l'impression de toucher à la valeur intrinsèque de ce que fait le juriste. Et ça suppose un peu un changement de mentalité. Et j'ai l'impression que la crise a joué comme un accélérateur en termes de maturité du marché vis-à-vis de ça et a levé des freins. Beaucoup de gens s'intéressaient au sujet et ça a levé les derniers freins. Et pour l'impact sur la partie fiscalité internationale transfert, ce que j'observe, c'est qu'en fait, avant, la legal tech, c'était un plus. C'est-à-dire, on peut augmenter sa capacité en tant qu'avocat, en tant qu'entreprise, etc. Et en fait, maintenant, je vois que ça devient un besoin. On ne peut pas s'en passer, ou alors, par exemple, dans mon cas, c'est-à-dire les administrations fiscales utilisent maintenant les outils de legal tech, font du data mining, quasiment du machine learning. Quand je dis ça, en fait, ce n'est pas théorique, c'est vraiment, ils contractent des entreprises tierces qui vont faire du mapping sur des flux, des bases de données énormes pour repérer les fraudeurs, pour repérer les multinationales qui éventuellement sont un peu trop agressives, à tort ou à raison. En tout cas, je vois que les administrations fiscales, et encore plus avec le Covid, justement, en travaillant à distance, etc., les outils digitaux sont de plus en plus utilisés et il y a des nouvelles régulations, avec plus de transparence, plus d'obligations de reporting, etc. Et en fait, les entreprises qui n'étaient pas à jour au niveau informatique
et qui n'avaient pas, par exemple, des fois, certains groupes n'utilisent pas les mêmes logiciels d'un pays à l'autre et ont du mal, des fois, à avoir des données uniformes. Et quand l'administration fiscale, maintenant, demande voilà, je veux les informations, par exemple, maintenant, les contribuables doivent fournir leur fichier d'écriture comptable. Il y a toutes les données dedans, quasiment, et l'administration a fait de l'analyse de données là-dessus. Alors, si le contribuable, il n'a pas avant été capable de faire ses propres analyses de données avec des outils adaptés et d'identifier ses risques et de pouvoir y remédier, il est en train de il est en train de se tirer une balle dans le pied, en fait. Il est en train de donner des informations sur lesquelles il aurait pu se rendre compte de certaines erreurs qu'il aurait pu commettre et les corriger lui-même. Et en fait, je vois qu'avec la crise sanitaire, on a eu aussi une période où tout s'est un peu arrêté pendant 3-4 mois. Et après, c'est reparti encore plus fort parce que tout le monde en fait, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se passer d'une optimisation de la gestion de leurs risques à travers la technologie. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette conférence. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à vous. Très petit porte-bonheur, parce que j'ai appris juste là que j'avais mon salaire clair. Ah, bravo. Et excellent. Ça porte bonheur.